Bonjour, ma belle famille, c'est votre monsieur Peter. Avant de commencer, je souhaite prononcer sur votre vie la prière la plus sincère, une prière qui ne vient pas de mes lèvres, mais des recoins les plus profonds de mon âme. Que le Dieu de toute consolation vous soutienne ce soir. Qu'il entre dans votre demeure avec la guérison entre ses mains. Que chaque larme versée en secret se transforme en force. Que vos nuits solitaires deviennent des matins paisibles, et que vos prières silencieuses soient exaucées d'une manière qui vous laissera le souffle coupé de joie. Je prie pour que l'amour vous entoure comme l'air que vous respirez, et qu'aucune douleur, aucune peur, aucune tempête ne vienne plus jamais voler votre paix. Vous êtes aimé, choisi et vu, bien plus que vous ne le saurez jamais. Maintenant, ma famille, vous savez que je ne suis pas au mieux de ma forme, mais même à travers la faiblesse, je continue d'écrire, car ceci n'est pas juste une chaîne YouTube. C'est notre maison, et je ne vais nulle part. Je suis simplement en train de guérir, et je reviendrai. En ce moment, mon frère James m'aide à la narration, mais l'histoire que vous allez entendre coule toujours de mon cœur. Chaque ligne, chaque émotion, chaque larme. Mais, famille, je vous en prie, je ne vous le demande pas seulement en tant que créateur, mais en tant que votre monsieur Peter, regardez l'histoire en entier. Ne partez pas au milieu. Restez avec moi à travers chaque scène, chaque battement de cœur, car votre temps, votre amour, votre présence signifie tout pour moi en ce moment. Aimez cette vidéo. Laissez un commentaire chaleureux. Laissez-moi sentir que vous êtes avec moi, même pendant que je me repose. Vous êtes ma raison de continuer à me battre, et je vous promets que lorsque je reviendrai, je serai plus fort, avec des histoires encore plus grandioses, tissées d'amour et de lumière. Alors maintenant, respirez, ouvrez votre cœur, laissez James parler pour moi, et que l'histoire commence avec tout mon amour. Chapitre 1, l'orage d'octobre. Il y a 3 ans, la pluie d'octobre martelait les fenêtres de l'hôpital tandis que Rima Rosalinda Washington Morrison poussait lors de l'ultime contraction, son corps tremblant d'épuisement après 8 heures d'un travail difficile. Les néons bourdonnaient au-dessus d'elle, projetant des ombres crues sur son visage humide de sueur. Dans la clarté stérile de la salle d'accouchement, elle pouvait entendre les voix étouffées de la famille de Tommy se disputer dans le couloir, leurs éclats pénétrant même les murs épais. « Respire juste, bébé », chuchota Tommy, mais sa voix portait cette pâteuse familiarité qui trahissait qu'il avait bu avant de venir à l'hôpital. Sa main était moite contre la sienne, et elle pouvait sentir l'odeur du whisky sous les effluves piquants du désinfectant hospitalier. Lorsque le docteur Martinez déposa enfin le nouveau-né gigotant sur la poitrine de Rima, le temps s'arrêta. Sage Rosalinda était minuscule, ses cheveux noirs encore lisses de la naissance, sa peau d'un brun doré riche qui mélangeait les traits de ses 2 parents. Elle poussa un cri puissant qui annonça son arrivée à tout le service de maternité. « Elle est parfaite », souffla Rima, des larmes ruisselant sur ses joues alors qu'elle effleurait les doigts incroyablement petits de sa fille. Tommy baissa les yeux vers sa fille et, pendant un instant, Rima vit quelque chose de doux traverser ses traits. Mais la porte s'ouvrit à la volée, et Marlowe et Morrison fit irruption telle une tempête hivernale, sa coiffure platine impeccable malgré leur tardive. Derrière elle suivait Kinu, le frère cadet de Tommy, l'expression soigneusement neutre, comme toujours. Eh bien? La voix de Marlowe était aussi vive que l'air d'automne. Qu'est-ce que c'est? C'est une fille, maman, dit doucement Tommy. Sage Rosalinda. Le silence qui suivit parut interminable. Les yeux bleus glaces de Marlowe étudièrent le bébé, et Rima vit le visage de sa future belle-mère passer de l'attente à quelque chose de plus difficile à définir. Une fille. Les mots tombèrent à plat. Et elle tient certainement du côté de sa mère, n'est-ce pas? Les bras de Rima se resserrèrent protecteurs autour de Sage. Les commentaires semblaient assez innocents, mais le sous-entendu était indubitable. Elle est ravissante, affirma fermement Rima. Le regard de Marlowe oscilla entre la mère et l'enfant avec une froideur évaluatrice. Eh bien, je suppose que les enfants nous surprennent souvent par la façon dont ils tournent. L'infirmière, une femme noire au visage bienveillant nommée Janet, s'interposa avec une autorité professionnelle. Les heures de visite sont terminées. La maman et le bébé ont besoin de repos. Mais Rima avait surpris le regard échangé entre Marlowe et Kinu, une communication silencieuse qui lui glaça le sang. Elle avait déjà vu ce regard, lors de la fête de fiançailles quand ils avaient découvert que sa famille n'était pas riche, pendant la planification du mariage quand ils avaient essayé de minimiser l'implication de ses proches, et lors de chaque dîner de famille où ils avaient fait des commentaires subtils sur ses origines. 3 jours plus tard, Rima sortit enfin de la clinique.
L'air d'octobre restait vif alors que Tommy les conduisait vers la petite maison qu'il louait sur Elm Street, cette même maison où Marlowe possédait sa propre clé et des avis tranchés sur tout, de la cuisine de Rima au choix des vêtements du bébé. Rima était encore en convalescence, s'ajustant à la réalité écrasante de la maternité, lorsqu'elle remarqua que le comportement de Tommy changeait. Il avait promis de prendre un congé paternité, mais commença à partir pour des réunions urgentes, qui duraient des heures et semblaient nécessiter du courage liquide. Les visites de Marlowe devinrent quotidiennes, chacune plus critique que la précédente. Le bébé pleure constamment, observa Marlowe lors d'une de ses inspections. Et cette maison est chaotique. Quand j'ai eu mes garçons, tout était organisé en quelques jours. J'ai accouché il y a seulement 3 semaines, répondit Rima entre ses dents serrées, berçant une sage agitée tout en essayant de trier le linge d'une seule main. Ce n'est guère une excuse pour le désordre. Le point de rupture arriva par un matin gris d'octobre, alors que Sage avait 2 semaines. Rima se réveilla pour trouver Marlowe dans la cuisine, tenant la chemise de travail de Tommy à la lumière. Sans ça, ordonna Marlowe, fourrant le tissu vers Tommy, qui était assis voûté au-dessus d'un café noir, les yeux injectés de sang. Rima reconnut immédiatement l'odeur artificielle, un parfum bon marché qui n'était certainement pas le sien. J'ai trouvé ça dans ton camion, poursuivit Marlowe, produisant une boucle d'oreille en argent que Rima n'avait jamais vue. Avec ceci. Ce n'est pas à moi, dit immédiatement Rima, mais ces mots tombèrent dans un silence lourd d'accusations. Les yeux de Tommy, déjà voilés par l'alcool et l'épuisement, se fixèrent sur sa femme avec quelque chose qui ressemblait à de la haine. Tu m'as trompé. Tommy, non. J'ai été ici avec le bébé. Je ne suis allé nulle part. Menteuse. Son poing s'abattit sur la table de la cuisine, faisant sursauter les tasses de café. Ma mère a trouvé les preuves. Tu crois que je suis stupide? Sage commença à pleurer depuis son berceau dans le salon, et Rima sentit une montée de lait, trempant sa chemise de nuit. L'humiliation de se tenir là, en pyjama taché, ruisselante et épuisée, tandis que son mari et sa mère orchestraient sa destruction, faillit la briser. Je dois la nourrir, dit Rima en se dirigeant vers le salon. Ne t'éloigne pas de moi, la voix de Tommy claqua comme un fouet. Je sais ce que tu es. Je sais ce contre quoi ma mère m'avait mis en garde à propos de ton espèce. Les mots frappèrent comme un coup physique. Rima se tourna lentement, les pleurs de Sage lui déchirant le cœur. Mon espèce? Des putains de croqueuses de diamants, ajouta Marlowe avec complaisance. J'ai dit à Tommy dès le début, tes gens veulent toujours quelque chose qu'ils n'ont pas mérité. Rima sentit quelque chose de fondamental se briser dans sa poitrine. Ces gens qu'elle avait tant essayé de satisfaire, dont elle avait chassé l'approbation pendant 2 ans de mariage, ne l'avaient jamais vu que comme une menace pour leur petit monde étriqué. Sors, dit Tommy, sa voix d'un calme mortel. Sors de ma maison. Tommy, s'il te plaît. Le bébé, elle a besoin. Je ne veux plus voir aucune de vous deux. Il sortit un morceau de papier de sa poche, un document à l'allure officielle que Marlowe avait dû préparer. Signe ça et peut-être que je n'appellerai pas la police au sujet de ton comportement. Les mains tremblantes, Rima lut le document. Il était rempli d'un jargon juridique qu'elle ne comprenait pas, mais cela semblait être une sorte d'accord de séparation qui lui faisait renoncer à ses droits à une pension ou à la propriété. Je ne signerai rien sans avocat, dit-elle. C'est alors que Tommy lui saisit le bras, ses doigts s'enfonçant dans la chair tendre près de son coude. Tu vas signer, ou je dirai à tout le monde que tu as triché. Qui crois-tu que les gens croiront? Moi, ou une menteuse comme toi? Les pleurs de Sage devinrent plus désespérés, et le corps de Rima la faisait souffrir du besoin de réconforter sa fille. Épuisée, isolée et terrifiée, elle signa ce qui était clairement un document imprimé par Marlowe depuis Internet. Pas un vrai papier légal, mais assez intimidant pour fonctionner sur une jeune mère à bout de force. Elle ne découvrirait que 3 ans plus tard que le document n'avait aucune validité juridique. 1 heure plus tard, Rima se tenait sur le trottoir sous la bruine d'octobre, tenant sa fille de 2 semaines et un unique sac à langer contenant tout ce qu'elle possédait. Tommy les avait forcés à partir si vite qu'elle n'avait pas pu emballer de vêtements, de souvenirs, ou aucun des cadeaux de naissance de sa famille. Alors qu'elle marchait vers l'arrêt de bus, son téléphone vibra avec un SMS de sa sœur, Zarabelle. Comment va ma belle nièce aujourd'hui? Rima fixa le message à travers ses larmes, puis éteignit complètement son téléphone. Elle ne pouvait pas supporter d'expliquer ce qui s'était passé, ne pouvait admettre à quel point elle avait échoué.
Ce qui faisait le plus mal n'était pas la trahison de Tommy. Elle avait toujours su qu'il était faible. C'était le souvenir de l'alternative qu'elle avait rejetée. 5 ans plus tôt, Peter Charles Avance l'avait demandé en mariage sur une plage de Santa Barbara, lui offrant une vie d'amour et de sécurité. Mais elle avait choisi Tommy, convaincue que l'ambition de Peter signifiait qu'elle passerait toujours après son empire commercial. Comme elle avait eu tort. Au moins, la négligence de Peter aurait été due à la poursuite de ses rêves, et non à leur destruction. Maintenant, debout sous la pluie avec son nourrisson, Rima fit une promesse à elle-même et à Sage. Elle survivrait à cela. Elle bâtirait quelque chose de mieux à partir de rien. Et elle ne confierait plus jamais, au grand jamais, son cœur à quelqu'un capable de la jeter ainsi. Elle reprit son nom de jeune fille pour elle-même et le donna aussi à Sage. Si elle devait recommencer, elle le ferait en tant que Rima Washington, la femme qu'elle était avant de croire aux contes de fées sur l'amour qui triomphe de tout. Le bus arriva dans un chuintement de freins pneumatiques, et Rima monta à bord, portant sa fille vers un avenir incertain, laissant derrière elle les débris de rêves qui n'avaient jamais été réels de toute façon. Chapitre 2, Ombre et recherche. De nos jours. L'alarme vibra à 4h30 du matin, et Rima Washington était déjà réveillée, étudiant la tache d'eau familière sur le plafond de leur studio. Le sommeil était devenu incertain au cours des 3 dernières années, trop de nuits à écouter des bruits qui pouvaient signaler un danger, trop de cauchemars sur la perte de Sage, trop de vigilance devenue une seconde nature. Elle se glissa hors du lit en silence, enjambant le plancher qui grinçait et risquait de réveiller Sage, 3 ans, recroquevillé dans le lit simple qu'elle partageait. Leur appartement était exigu mais impeccable, chaque surface récurait jusqu'à ce qu'elle brille. Maintenir le contrôle sur son environnement était l'une des rares sécurités qu'il restait à Rima. Dans la kitchenette, elle lança sa cafetière d'occasion tout en ouvrant son ordinateur portable sur la petite table à manger qui servait aussi de bureau. Avant que son service au restaurant ne commence à 6 heures, elle avait 2 heures pour travailler sur des projets de marketing en freelance, l'activité qu'elle avait lentement bâtie, client après client. Créer cette source de revenus avait pris 18 mois de nuit et de week-end, mais Rima avait finalement développé quelque chose qui lui appartenait entièrement. Elle se spécialisait dans la stratégie des réseaux sociaux pour les petites entreprises, s'appuyant sur sa formation et l'expérience acquise avant que Tommy ne la convainque de quitter son poste en entreprise. L'ironie ne lui échappait pas, elle était plus compétente dans sa carrière maintenant que lorsqu'elle avait le luxe d'un salaire fixe. Son téléphone affichait 3 nouvelles demandes de projets de clients potentiels qu'il avait trouvés par le bouche à oreille. Bien. Le travail au restaurant couvrait le loyer et les dépenses de base, mais le travail en freelance construisait quelque chose de plus grand, peut-être, à terme, une indépendance complète vis-à-vis de ces doubles services épuisants qui la laissaient vider chaque soir. « Maman ?» La voix ensommeillée de Sage flotta depuis le lit. « Bonjour, mon rayon de soleil », dit doucement Rima en fermant l'ordinateur portable. « Tu veux des pancakes ?» Sage trottina vers elle dans son pyjama préféré, rose avec des licornes, que Zarabel lui avait acheté pour son anniversaire. À 3 ans, elle montrait déjà les signes d'une intelligence vive qui serait soit son plus grand don, soit son plus grand fardeau dans un monde qui, souvent, n'appréciait pas les petites filles noires intelligentes. « Je peux aider ?» demanda Sage en traînant son marchepied vers le comptoir. « Toujours. » Rima souleva sa fille, respirant le doux parfum de ses cheveux. Ces moments matinaux étaient sacrés, juste elles deux avant que le monde ne réclame son attention. Pendant qu'elle mélangeait la pâte, l'esprit de Rima vagabondait vers la liste de contrôles de sécurité qui tournait constamment en arrière-plan de ses pensées. Porte verrouillée, fenêtre sécurisée, voie de fuite prévue, téléphone chargé, spray au poivre dans le sac à main, clé prête. L'hypervigilance l'épuisait, mais elle les avait gardés en sécurité pendant 3 ans. À 5h45, elle accompagna Sage 3 rues plus loin jusqu'à sa garderie, où Madame Chen, sans lien avec le docteur Chen, gardait 5 enfants du quartier en échange de tarifs raisonnables adaptés au budget de Rima. L'arrangement n'était pas idéal, mais Madame Chen était patiente et gentille, et Sage apprenait à socialiser avec les autres enfants. « Sois sage avec Madame Chen », dit Rima en embrassant le front de Sage. « Je le suis toujours », répondit Sage avec ce sérieux qui faisait parfois mal au cœur de Rima. Les enfants de 3 ans ne devraient pas avoir à être sérieux. À 2000 km de là, Peter Charles Avance se tenait dans son bureau d'angle au 47e étage de la tour Avance, regardant le lever du soleil peindre la ligne d'horizon de Seattle en nuances d'or et de rose. Il était là depuis 4 heures du matin, ayant renoncé à dormir vers 2 heures, lorsque son esprit refusait d'arrêter de passer en revue les détails d'une acquisition et les projections du marché.
Le sommeil était devenu optionnel depuis la perte de Rima. Le travail remplissait le vide où vivait autrefois le contentement. Son assistant, Phoenix Castillet, frappa et entra avec du café et la lettre de démission qui traînait sur le bureau de Peter depuis une semaine, la troisième ce mois-ci d'un autre employé incapable de suivre son rythme implacable. Vous savez, dit Phoenix en posant le café avec une précision méticuleuse, les PDG normaux dorment occasionnellement. Phoenix était l'une des rares personnes à pouvoir interpeller Peter sans conséquence. Peter l'avait trouvé dans une famille d'accueil 10 ans plus tôt, un brillant jeune homme de 18 ans sortant du système avec un diplôme en informatique et nulle part où aller. Aujourd'hui, Phoenix était son bras droit, ce qui se rapprochait le plus d'une famille pour Peter, et occasionnellement, sa conscience. Le sommeil est surcoté, marmonna Peter, signant la lettre de démission d'un trait vif. Nous allons promouvoir Davison pour le remplacer. Davison a démissionné la semaine dernière. Burn-out. Peter leva brusquement la tête. Depuis quand? Depuis que vous exigez des journées de 18 heures de tout le monde parce que vous ne pouvez pas gérer vos sentiments à propos d'eux. Arrête. La voix de Peter portait cet avertissement qui rendait nerveux les membres du conseil d'administration. N'en dis pas plus. Phoenix leva les mains en signe de reddition, mais son expression restait inquiète. Les enquêteurs ont encore appelé. Toujours rien sur Rima Morrison. Depuis 18 mois, Peter employait le meilleur cabinet d'enquête privé de la côte ouest pour retrouver la femme qui hantait ses rêves. Ils avaient fouillé les rapports de crédit, les dossiers d'emploi, les profils de réseaux sociaux, les documents judiciaires, tout ce qui pouvait mener à Rima Morrison. La recherche avait consommé des ressources et du temps, mais Peter ne pouvait pas laisser tomber. Il avait besoin de savoir qu'elle était en sécurité. Il avait besoin de savoir qu'il n'avait pas complètement détruit la meilleure chose de sa vie en choisissant le travail plutôt que l'amour. Il est peut-être temps d'essayer une approche différente, suggéra Phoenix avec prudence. Comme quoi? Les noms de jeunes filles. Si elle a quitté son mari, ce qui semble probable étant donné ce que vous m'avez dit sur lui, elle a peut-être repris son nom d'origine. Peter sentit une décharge électrique traverser sa poitrine. En 18 mois de recherche, il n'avait jamais envisagé que Rima ne s'appelait peut-être plus Morrison. Washington, dit-il soudainement. Son nom de jeune fille était Washington. Phoenix sortait déjà son téléphone. Je vais appeler les enquêteurs. Non. Peter attrapait son propre téléphone, ses doigts bougeant plus vite qu'il ne l'avait fait depuis des mois. Je vais les appeler moi-même. En quelques heures, les enquêteurs l'avaient trouvé. Rima Washington, employée chez Celestine's Kitchen dans le quartier des Arts, vivant au 1247 Pine Street, appartement 3B. Mère célibataire de sage Rosalinda Washington, âgée de 3 ans. Lorsque Peter vit les dossiers de l'hôpital, l'acte de naissance indiquant « père inconnu », les factures médicales de l'accouchement envoyées au recouvrement, et aucune trace d'une quelconque implication de la famille Morrison, les pièces de l'histoire de Rima s'emboîtèrent avec une clarté horrifiante. Tommy Morrison avait jeté sa femme et sa fille nouveau-née à la rue. Les mains de Peter tremblaient en lisant le rapport préliminaire des enquêteurs. Aucun paiement de pension alimentaire. Aucun contact entre Tommy et sa fille. Des rumeurs dans le cercle social de Tommy selon lesquelles son ex-femme s'était enfuie avec l'enfant d'un autre homme. Les mensonges brouillèrent la vue de Peter de rage, mais ce furent les dossiers financiers qui lui brisèrent complètement le cœur. Rima survivait avec des salaires de restaurant et des petits boulots payés en liquide, déménageant 3 fois en 3 ans, toujours à une urgence près du désastre. J'ai besoin de tout, dit Peter à l'enquêteur. Dossiers d'emploi, historique financier, documents juridiques, dossiers médicaux, tout. Et je veux une vérification complète des antécédents de Tommy Morrison et de sa famille. Cela pourrait prendre. L'argent n'est pas un problème. Je veux savoir ce qui lui est arrivé, et je le veux pour hier. Au cours des semaines suivantes, l'enquête révéla une histoire qui fit brûler la fureur contrôlée de Peter d'un feu froid et intense. L'entreprise de construction de Tommy Morrison présentait un historique de violations de sécurité et de litiges salariaux remontant à des années. Sa mère, Marlowe, dirigeait une organisation caritative qui semblait exister principalement pour financer son train de vie. Les relevés bancaires montraient des dépôts en espèces suspects et des transferts suggérant au minimum une impropriété financière, et au pire, une fraude. Depuis 8 mois, Peter montait un dossier qui détruirait complètement Tommy Morrison.
Ce qui avait commencé comme une recherche pour retrouver Rima avait évolué en quelque chose de plus vaste lorsque Peter découvrit l'étendue des crimes de Tommy contre ses travailleurs et la communauté. Ses comptables forensiques avaient analysé chaque aspect des affaires de Tommy, découvrant un réseau de trucage d'appels d'offres, d'exploitation des travailleurs et d'évasion fiscale qui intéresserait grandement les procureurs fédéraux une fois qu'ils auraient suffisamment de preuves pour agir. La question était maintenant de savoir si Rima le laisserait revenir dans sa vie, ou si elle avait construit des murs trop hauts, même pour sa détermination. Debout dans son bureau alors que le soir tombait sur la ville, Peter prit une décision qui allait tout changer. Demain, il entrerait chez Celestine Kitchen et ferait face à la femme qu'il n'avait jamais cessé d'aimer. Il espérait seulement qu'elle ne s'enfuirait pas. Chapitre 3, Reconnaissance et murs. La rencontre au restaurant. Le coup de feu du déjeuner chez Celestine Kitchen touchait à sa fin lorsque Peter Charles Avance franchit la porte d'entrée. Il observait le restaurant depuis 3 jours, apprenant l'emploi du temps de Rima, et attendant le bon moment pour l'approcher quand elle ne serait pas submergée par les clients. Rima était en train de remplir la station de café, d'os à l'entrée, lorsqu'elle entendit le carillon annonçant un autre client. Le son familier aurait dû être routinier, elle l'avait entendu des centaines de fois ce jour-là, mais quelque chose la fit se retourner. Le temps sembla ralentir. Debout dans l'embrasure de la porte, scrutant le petit restaurant de ses yeux gris acier dont elle se souvenait dans un millier de rêves, se tenait Peter. Il paraissait plus âgé, plus raffiné dans son costume gris anthracite taillé sur mesure, mais elle aurait reconnu la ligne déterminée de sa mâchoire et sa prestance n'importe où dans le monde. La cafetière trembla dans les mains soudainement instables de Rima. Elle réussit à la poser sans la faire tomber, mais le tintement métallique contre la plaque chauffante sembla résonner à travers toute la salle. Chaque tête dans le restaurant se tourna vers le bruit, mais Rima le remarqua à peine. Son cœur battait si fort contre ses côtes qu'elle se sentit étourdie. Les yeux de Peter trouvèrent les siens à travers la salle à manger, et elle vit la reconnaissance poindre sur son visage tel un lever de soleil. Pendant un instant qui sembla durer une éternité, ils se contentèrent de se regarder fixement, tandis que le monde continuait de tourner autour d'eux. Puis la panique la frappa comme un coup physique. Il ne peut pas me voir comme ça. Rima était douloureusement consciente de son apparence, le polo jaune de Celestine Kitchen qui avait connu des jours meilleurs, le pantalon noir qui commençait à déteindre à force de lavage, les chaussures confortables qui privilégiaient la station debout de 8 heures au détriment du style. Ses cheveux étaient tirés en arrière en une queue de cheval pratique, et elle ne portait pas de maquillage, car les cosmétiques étaient un luxe qu'elle ne pouvait s'offrir. Ce n'était pas ainsi qu'elle avait imaginé revoir Peter, dans les rares moments où elle s'était autorisée à l'imaginer. Dans ses fantasmes, elle avait réussi et était élégante, prouvant que choisir Tommy plutôt que lui n'avait pas détruit sa vie. La réalité était qu'elle était une mère célibataire travaillant double quart juste pour nourrir et loger sa fille. « Je m'en occupe, Mija », dit Rosa, la cuisinière âgée qui était devenue une sorte de figure maternelle pour Rima. Elle apparut avec une serpillière et une pelle, ses yeux bienveillants empreints d'inquiétude en voyant le visage pâle de Rima. « Respire un coup. » Mais Rima ne pouvait pas respirer. Les murs du restaurant semblaient se refermer sur elle, et elle pouvait sentir le regard de Peter peser sur elle comme un poids. Elle devait sortir, devait courir, devait être n'importe où sauf ici, où il pouvait voir à quel point elle était tombée bas. Sans réfléchir, elle se précipita vers la sortie arrière, poussant les portes battantes qui menaient à la cuisine et à la réserve. Derrière elle, elle entendit la voix de Rosa appeler « Monsieur, nous sommes à vous tout de suite ». Mais Rima ne s'arrêta pas. L'allée derrière Celestine Kitchen sentait les ordures et la déception. Rima pressa son dos contre le mur de briques, essayant de calmer son cœur battant et de faire taire la voix dans sa tête qui chuchotait « Il ne peut pas savoir, il ne peut pas voir, il ne peut pas découvrir l'existence de Sage ». Elle avait construit sa vie sur l'invisibilité, en restant inaperçue, en s'assurant que Tommy et sa famille ne pourraient jamais la retrouver. La présence de Peter menaçait toute cette sécurité. Rima. Son nom sur ses lèvres résonna comme une prière et une question tout à la fois. Elle ne l'avait pas entendu approcher, mais Peter se tenait à l'entrée de l'allée, son expression prudente et soucieuse. Non. Le mot sortit plus tranchant qu'elle ne l'avait voulu. Juste non. Peter s'arrêta de marcher, mais ne partit pas. Je sais que c'est inattendu. Inattendu ? La voix de Rima se brisa sur un rire sans joie. Tu penses que c'est inattendu ? Peter, je ne t'ai pas vu depuis presque 4 ans. Je pensais ne jamais te revoir. Je t'ai cherché, dit-il doucement. Pendant 18 mois, je t'ai cherché. L'aveu la frappa comme une gifle.
Eh bien, tu m'as trouvé. Félicitations. Tu peux voir que je m'en sors très bien. Elle désigna son uniforme, l'allée, le désastre entier de sa situation. Les yeux de Peter étaient attentifs, cataloguant les détails, le poids qu'elle avait perdu, l'épuisement qui faisait autant partie d'elle que sa respiration, la façon défensive dont elle se tenait comme si elle se préparait à un autre coup. Rema, j'ai besoin que tu saches. Non. Elle leva une main pour l'arrêter. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de débarquer après tout ce temps et d'agir comme si nous pouvions simplement reprendre là où nous nous étions arrêtés. Je ne suis plus la même personne qu'à l'université, Peter. Je ne suis plus la femme que tu as demandée en mariage. Je vois ça. Sa voix était douce d'une manière qui lui serra la gorge de larmes non versées. Tu es plus forte. La gentillesse inattendue de ces mots faillit briser sa résolution. Elle avait passé 3 ans à s'entendre dire par le monde qu'elle ne valait rien, qu'elle était brisée, qu'elle avait de la chance d'avoir les quelques miettes de vie qu'elle parvenait à rassembler. Avoir Peter qui avait réussi, Peter le puissant la regardait avec respect au lieu de pitié était presque insupportable. J'ai fait mon choix, dit-elle, essayant de garder une voix stable. J'ai choisi Tommy. J'ai choisi cette vie. C'est la conséquence. Tu as mal choisi, dit Peter, et il y avait de l'acier sous la douceur maintenant, mais cela ne signifie pas que tu méritais ce qui t'est arrivé. Le souffle de Rema se coupa. Qu'est-ce que tu sais de ce qui m'est arrivé? La mâchoire de Peter se serra presque imperceptiblement. J'en sais assez. Les implications de ces mots glacèrent le sang dans ses veines. Si Peter savait pour Tommy, pour l'abandon, pour Sage. Combien en sais-tu? Assez pour comprendre que Tommy Morrison est une ordure qui a jeté la chose la plus précieuse qu'il aura jamais dans sa vie. Entendre Peter prononcer le nom de Tommy à haute voix fit tressaillir Rema. Pendant 3 ans, elle avait essayé de prétendre que cette partie de sa vie n'avait jamais existé, que Sage avait été conçue immaculée, et qu'elle n'avait toujours été que toutes les deux. Voir Peter reconnaître la laideur de son mariage rendait la chose réelle à nouveau. Je dois y aller, dit-elle en se décollant du mur et en se dirigeant vers la porte arrière du restaurant. Rema, attends. Non. Elle pivota pour lui faire face, et cette fois, elle le laissa voir un peu du feu qu'il avait maintenu en vie à travers les 3 pires années de son existence. Je ne sais pas pourquoi tu es ici ni ce que tu veux, mais je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas être ton œuvre de charité ou ton projet de culpabilité ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ce que c'est. Alors qu'est-ce que c'est? Exigea-t-elle. Parce que de là où je suis, on dirait le milliardaire prospère qui débarque pour sauver la pauvre mère célibataire en difficulté. Eh bien, je n'ai pas besoin d'être sauvé, Peter. Je me sauve très bien toute seule. La mention d'être mère célibataire plana dans l'air entre eux comme un aveu. L'expression de Peter changea, et elle réalisa qu'il essayait de calculer l'âge de Sage, essayant de déterminer si elle avait été enceinte lorsqu'ils se connaissaient. J'ai une fille, dit-elle, décidant d'affronter la chose de front. Elle a 3 ans. C'est la fille de Tommy. Le mensonge vint facilement car il était plus simple que la vérité, que la génétique était complexe et que Sage aurait pu être l'enfant de n'importe qui. Peter hocha lentement la tête. Comment s'appelle-t-elle? Sage. Le mot était à la fois une offrande et un avertissement. C'est magnifique. Il y avait quelque chose de nostalgique dans son expression qui fit mal à la poitrine de Rema. Elle a de la chance de t'avoir comme mère. La gentillesse inattendue fut sa perte. Les larmes qu'elle retenait depuis des minutes, des heures, des années, menacèrent de couler. Je dois vraiment y aller, chuchota-t-elle. Cette fois, Peter n'essaya pas de l'arrêter. Mais alors qu'elle atteignait la poignée de la porte, sa voix la suivit. J'ai eu tort de faire passer le travail avant toi. Je ne commettrai plus cette erreur. Rema se figea, la main sur la porte. Lorsqu'elle se retourna, Peter sortait une carte de visite de la poche de sa veste. Il s'approcha lentement, comme si elle était un animal effrayé qu'il ne voulait pas effaroucher, et plaça la carte sur le sol entre eux, avec un billet de $50. Pour l'excellent service, dit-il doucement. Et j'espère que tu m'appelleras quand tu seras prête à parler. Puis il disparut, laissant Rema seule dans l'allée avec la carte de visite et la certitude que sa vie d'invisibilité soigneusement construite venait de voler en éclats comme du verre sur le sol d'un restaurant. Elle resta là plusieurs minutes, la main toujours sur la poignée, essayant d'assimiler ce qui venait de se passer. Les $50 couvriraient les courses d'une semaine,
mais les accepter ressemblait à accepter la charité de quelqu'un qui avait déjà vu trop de ses échecs. Lorsqu'elle rentra finalement à l'intérieur, Rosa nettoyait du marc de café renversé avec une efficacité silencieuse. La femme plus âgée travaillait chez Célestines depuis 15 ans et avait un instinct maternel pour les jeunes femmes en difficulté. « Ça va, Mija » demanda Rosa, la voix douce d'inquiétude. « Je ne sais pas » admit Emma en glissant la carte de visite de Peter dans la poche de son tablier. « Honnêtement, je ne sais pas. » Rosa l'étudia d'un air entendu. « Un ancien petit ami. Quelque chose comme ça. Le genre qui t'a brisé le cœur, ou le genre dont tu as brisé le cœur ?» La question perspicace prit Emma au dépourvu. « Les deux, je crois. » Rosa hocha sagement la tête. « Ce sont les plus difficiles à revoir. Ils te rappellent qui tu étais. » Elle s'arrêta dans son nettoyage pour regarder directement Emma. « Mais Mija, parfois ils te rappellent aussi qui tu pourrais encore devenir. » « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Tu travailles ici depuis 2 ans. Tu es une bonne fille, une travailleuse acharnée, une mère aimante. Mais tu as aussi peur. Je le vois à la façon dont tu sursautes quand la cloche de la porte sonne trop fort. À la façon dont tu t'assois toujours face à la sortie. À la façon dont tu ne parles jamais du père de Sage. » Emma se sentit exposée, ne réalisant pas que ses habitudes protectrices avaient été si évidentes. « Je ne sais pas ce qui t'est arrivé avant, » continua Rosa. « Mais je sais que fuir le passé ne fonctionne que jusqu'à ce que le passé te retrouve quand même. Quand cela arrive, tu as le choix. Continuer de courir ou rester immobile et voir ce qui se passe. » Le conseil était simple mais profond. Depuis 2 ans, Rosa veillait discrètement sur Emma, couvrant ses tables quand elle devait prendre des appels de la crèche de Sage, apportant de la nourriture supplémentaire de chez elle quand l'argent manquait, ne posant jamais de questions mais offrant toujours son soutien. « Il a laissé $50, » dit Emma en sortant le billet. « $50 pour une tasse de café » siffla doucement Rosa. Soit il frime, soit il se sent coupable de quelque chose. Peut-être les deux. « Qu'est-ce que tu vas faire ? » Emma regarda la carte de visite dans sa main, puis le visage bienveillant et marqué de Rosa. « Je ne sais pas encore. Mais merci de veiller sur moi tout ce temps. » Rosa sourit. « C'est ce que fait la famille, Mija. Et la famille ne partage pas toujours le même sang. » Chapitre 4, le point de rupture à la crise. 10 jours après l'apparition de Peter à Célestines Kitchen, Emma se réveilla au son de la toux de Sage. Un son profond et inquiétant qui déclencha une alarme immédiate dans ses instincts maternels. Elle pressa sa main sur le front de sa fille et sentit la chaleur inconfondable de la fièvre. « Maman » gémit Sage, ses yeux habituellement brillants ternes et vagues. « J'ai mal à la poitrine. » Le cœur de Emma se serra. Elle redoutait ce moment depuis 3 ans, la maladie infantile inévitable qui la forcerait à choisir entre manquer le travail et laisser Sage seule. Mais en écoutant la respiration laborieuse de sa fille, elle réalisa que ce n'était pas un choix du tout. Sage combattait ce qui semblait être un simple rhume depuis plusieurs jours, mais pendant la nuit, cela s'était clairement transformé en quelque chose de plus grave. Sa respiration était superficielle et rapide, et lorsque Emma souleva son t-shirt pour vérifier, elle put voir le léger tiraillement autour de ses côtes indiquant une détresse respiratoire. « Nous allons voir un médecin, bébé, » dit-elle, essayant de garder la panique hors de sa voix alors qu'elle rassemblait des vêtements et le nécessaire dans un sac. Les urgences du centre médical général étaient exactement comme Emma s'en souvenait depuis la naissance de Sage, surpeuplées, en manque de personnel et fonctionnant sur un système de triage qui ne favorisait pas les personnes sans assurance. Elle remplit les papiers avec des mains tremblantes, sachant que chaque minute de traitement s'ajouterait à une facture qu'elle ne pouvait payer. Mais regarder Sage lutter pour respirer rendait les soucis financiers secondaires. Après 3 heures dans la salle d'attente, elles furent finalement vues par un interne fatigué qui diagnostiqua une pneumonie et prescrivit des antibiotiques coûtant plus que ce que Emma gagnait en 2 jours. La pharmacie en bas n'accepta pas sa demande de plan de paiement, alors elle paya avec la carte de crédit d'urgence qu'elle avait juré de ne jamais utiliser, celle avec le taux d'intérêt écrasant qui transformerait une ordonnance de $100 en un cauchemar financier de plusieurs mois. Elle a besoin de repos, de beaucoup de liquide et de quelqu'un pour surveiller sa respiration, dit le médecin, se dirigeant déjà vers son prochain patient. Ramenez-la si la fièvre ne tombe pas dans les 48 heures. De retour dans leur studio, Emma mit en place ce qu'elle appelait en privé le « mode crise », chaque oreiller et couverture arrangés pour garder Sage confortable, eau et jus à portée de main, thermomètre et médicaments sur la table de nuit.
Elle appela Célestine's Kitchen pour expliquer qu'elle ne pourrait pas assurer ses 3 prochains services, sachant que des services manqués signifiaient de l'argent du loyer manqué, mais incapable de laisser Sage seule. Pendant les 72 heures suivantes, Rema dormit à peine. Elle épongea Sage quand la fièvre montait, la tint quand les quintes de toux la laissaient épuisée et effrayée, et compta chaque respiration laborieuse dans les heures sombres avant l'aube, quand la température de sa fille semblait grimper quoi qu'elle fît. La 3e nuit, la fièvre de Sage dépassa les 39,5 degrés Celsius. Rema enveloppa sa fille dans une couverture et prit un taxi pour les urgences, dépensant de l'argent qu'elle n'avait pas parce qu'elle était trop épuisée pour penser aux itinéraires de bus et aux correspondances. « Nous devons l'admettre pour observation », dit le médecin traitant après avoir écouté les poumons de Sage. Sa saturation en oxygène est basse et elle montre des signes de détresse respiratoire. « Combien cela va-t-il coûter ?» demanda Rema, bien qu'elle sût déjà que la réponse serait dévastatrice. Le coordinateur des admissions cita un chiffre qui aurait tout aussi bien pu être d'1 million de dollars. Rema fixa les papiers dans ses mains, voyant sa vie soigneusement construite s'effriter sur les bords. Sans assurance, même une seule nuit à l'hôpital les ruinerait. Nous pouvons mettre en place un plan de paiement, proposa le coordinateur, mais son-on suggérait qu'il avait déjà eu cette conversation et savait comment elle se terminait généralement. Rema signa les papiers parce qu'elle n'avait pas le choix. La santé de Sage valait plus que sa cote de crédit, plus que l'appartement qu'elle perdrait probablement, plus que tout sacrifice qu'elle pourrait avoir à faire. C'est ainsi que Zarabelle Washington trouva sa sœur, 6 heures plus tard, évanouie d'épuisement sur une chaise en plastique à côté du lit d'hôpital de Sage, s'étant nourrie uniquement de café de distributeur et de détermination pendant la majeure partie de la semaine. « Jésus, Rema » chuchota Zarabelle en secouant doucement sa sœur pour la réveiller. « Pourquoi tu ne m'as pas appelé ?» Les yeux de Rema s'ouvrirent, désorientés et lourds. « Zara, comment as-tu ? Mademoiselle Dolores m'a appelé quand tu n'as pas amené Sage hier. Je t'ai cherché. » Zarabelle était infirmière à l'hôpital pour enfants de l'autre côté de la ville, et elle jeta un coup d'œil au visage pâle et aux yeux creusés de sa sœur avant de passer en mode professionnel. « C'est quand la dernière fois que tu as mangé quelque chose ? » Je ne me souviens pas. Rema essaya de s'asseoir droite et sentit immédiatement le monde tanguer dangereusement. Sage est malade, une pneumonie, ils veulent la garder en observation mais la facture n'a pas d'importance pour le moment. Zarabelle sortit une barre protéinée de son sac et la pressa dans les mains de Rema. Mange ça. C'est quand la dernière fois que tu as dormi ? Je ne peux pas dormir, je dois surveiller sa respiration. Et si ? Rema. La voix de Zarabelle était douce mais ferme. Tu vas te rendre malade et alors à quoi serviras-tu à Sage ? Elle a besoin de toi en bonne santé. Mais même si sa sœur parlait avec bon sens, Rema ne parvenait pas à se détendre. Toutes les quelques minutes, elle se surprenait à vérifier la poitrine de Sage pour s'assurer qu'elle se soulevait et s'abaissait encore, comptant les respirations, regardant les moniteurs qui suivaient les signes vitaux de sa fille. J'aurais dû l'amener plus tôt, chuchota Rema. Je n'arrêtais pas de penser que c'était juste un rhume, que je ne pouvais pas me permettre. Arrête. Zarabelle lui prit la main. Tu as tout fait correctement. La pneumonie peut se développer rapidement chez les petits, ce n'est pas ta faute. Mais Rema n'arrivait pas à se débarrasser du sentiment que tout s'effondrait, les factures médicales, le travail manqué, l'épuisement constant. Elle avait tout maintenu ensemble par la seule force de sa volonté, et maintenant cette volonté se fissurait sous la pression. C'est alors que Phoenix Castel apparut dans l'embrasure de la porte, portant des fleurs et vêtu du genre de costume coûteux qui n'avait pas sa place dans un hôpital public. « Excusez-moi, dit-il poliment. Êtes-vous Rema Washington ? » L'esprit fatigué de Rema lutta pour le situer. Il était jeune, peut-être la mi-vingtaine, avec des yeux aimables et un air de compétence professionnelle. « Je suis Phoenix Castel du Fonds de santé communautaire métropolitain, continua-t-il en présentant un badge d'identité à l'allure officielle. Nous sommes une organisation à but non lucratif qui s'associe aux hôpitaux pour fournir une assistance médicale d'urgence aux familles en difficulté financière. Votre sœur nous a contactés au sujet de votre situation. » Zarabelle parut confuse. « Je n'ai pas. » En fait, dit Phoenix avec fluidité, le service social de l'hôpital a référé votre cas après avoir vu votre statut d'assurance. Nous aimerions couvrir les frais médicaux de votre fille et nous assurer qu'elle reçoive les meilleurs soins possibles. C'est. L'esprit épuisé de Rema ne parvenait pas à traiter ce qu'il offrait. Quelle assistance ? Couverture complète, dit simplement Phoenix.
Il y aura quelques papiers pour autoriser les arrangements de paiement, mais aucun frais à votre charge. Réma regarda Zarabel, qui hocha la tête de manière encourageante. Laisse-les aider, chuchota sa sœur. Phénix présenta les formulaires d'autorisation aux deux sœurs. Puisque vous êtes la mère, vous devrez signer ici, dit-il à Réma. Et puisque vous avez listé votre sœur comme contact d'urgence, nous avons besoin de sa signature comme témoin pour nous assurer que tout est correctement documenté. Malgré son épuisement, Réma lut les points clés des formulaires, autorisation pour une organisation à but non lucratif de travailler avec le service de facturation de l'hôpital, dispense de confidentialité permettant au fonds de se coordonner avec les prestataires de soins, et accord financier ne plaçant aucune obligation sur sa famille. Zarabel examina également les documents, son expérience d'infirmière l'aidant à comprendre le langage médical. Ça a l'air légitime, dit-elle doucement à Réma. Ensemble, les deux sœurs signèrent les papiers qui allaient tout changer, bien qu'aucune ne réalisât que le fonds de santé communautaire métropolitain avait été créé à la hâte et financé par Peter Charlavance quelques jours plus tôt. Merci, chuchota TL alors que Phénix rassemblait les documents signés. Concentrez-vous juste sur le fait de prendre soin de votre petite fille, dit-il gentiment. Tout le reste sera géré. Après son départ, Réma s'autorisa enfin à dormir, tenant la petite main de Sage et respirant en rythme avec le doux bip des moniteurs. Pour la première fois depuis des jours, quelqu'un d'autre s'occupait de la crise, et elle pouvait simplement être une mère veillant sur son enfant. Elle ne savait pas encore que les papiers de la fondation Avance qu'elle avait signés allaient tout changer, ni que Peter Charlavance était assis dans son bureau à l'autre bout de la ville, recevant des mises à jour sur l'état de Sage toutes les heures, et s'assurant discrètement que les meilleurs spécialistes pédiatriques de la ville consultaient sur son cas. Parfois, l'aide venait d'endroits inattendus, même quand on était trop fatigué pour se demander pourquoi. Chapitre 5, un refuge réticent, la résistance guérisseuse. Lorsque Réma se réveilla dans le fauteuil de l'hôpital le lendemain matin, elle trouva Peter Charlavance endormi dans le fauteuil à côté d'elle, portant toujours le costume de la veille, ses cheveux habituellement impeccables et bourriffés, et sa main posée de manière protectrice près du lit de Sage. Pendant un moment, elle se contenta de le fixer, son esprit embrouillé par le sommeil luttant pour assimiler sa présence. Puis la réalité revint en force, le représentant de la fondation, les papiers qu'elle avait signés, l'apparition trop commode d'une aide exactement quand elle en avait le plus besoin. Toi, souffla-t-elle, le mot portant 3 ans de colère et d'épuisement. Les yeux de Peter s'ouvrirent immédiatement, alerte malgré le fait d'avoir dormi sur une chaise. Comment te sens-tu? Comment je me sens? La voix de Réma oscillait entre fureur et incrédulité. Depuis combien de temps es-tu là? Environ 6 heures. Peter se redressa, grimaçant légèrement alors que son dos protestait contre la position de sommeil inconfortable. Je voulais m'assurer qu'elle allait bien. Réma regarda sa fille, dont la respiration s'était enfin installée dans un rythme naturel, le masque à oxygène retiré et la fièvre tombée. Le soulagement l'envahit avant que la colère ne puisse prendre sa place. La fondation, dit-elle, la voix d'un calme mortel. C'était toi. Ce n'était pas une question, et Peter n'essaya pas de le nier. Oui. J'ai signé ces papiers en pensant accepter l'aide d'étrangers. Les mains de Réma se serrèrent en poing. Tu m'as trompé. Je t'ai aidé. La voix de Peter était calme, mais elle pouvait voir la tension dans la ligne de ses épaules. Sage avait besoin de soins médicaux, et tu ne pouvais pas te le permettre. Les détails de comment c'est arrivé semblaient moins importants que de s'assurer qu'elle reçoive ce dont elle avait besoin. Les détails? Réma se leva si vite que la chaise roula en arrière. Les détails comptent, Peter. Je ne veux pas de ton aide. Je ne veux pas de ton argent. Je ne te veux pas ici. Maman? La petite voix de Sage interrompit leur dispute. Elle était réveillée, regardant les deux adultes avec la confusion aux grands yeux d'un enfant qui sentait le conflit mais ne le comprenait pas. Réma passa immédiatement en mode mère, sa voix douce alors qu'elle s'approchait du lit de Sage. Et, bébé, comment tu te sens? Mieux, dit Sage, bien que sa voix fût encore enrouée par la toux. Ses yeux dérivèrent vers Peter avec un intérêt curieux. C'est qui ce monsieur? Réma sentait la présence de Peter comme une chaleur derrière elle, mais elle se concentra sur sa fille. C'est quelqu'un que maman connaissait avant. Je suis Peter, dit-il doucement, sans s'approcher mais en rendant sa voix douce et non menaçante. Je suis content que tu te sentes mieux. Sage l'étudia avec l'évaluation franche que seuls les enfants de 3 ans pouvaient gérer.
Tu as l'air triste. L'observation était si inattendue et précise que Réma sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Elle jeta un coup d'œil à Peter et vit que Sage avait raison. Sous son extérieur composé, il y avait une profonde tristesse qu'elle avait manquée dans sa propre colère. Parfois les grandes personnes ont l'air tristes, continua Sage avec une sagesse terre à accent grave terre. Maman a l'air triste parfois aussi. La simple vérité plana dans l'air entre eux. Réma réalisa que sa fille l'avait observé plus attentivement qu'elle ne le pensait, voyant à travers le visage courageux qu'elle essayait de maintenir. On devrait y aller, dit Réma en attrapant le sac d'hôpital qu'elle avait préparé. Tu te sens mieux et on n'a plus besoin de rester ici. En fait, dit Peter prudemment, le médecin veut la garder pour un jour d'observation supplémentaire, juste par sécurité. Réma se tourna pour lui faire face complètement. Comment sais-tu ce que le médecin veut? Parce que j'ai parlé à son équipe médicale. Le pneumologue pédiatrique veut s'assurer que sa fonction pulmonaire est complètement stable avant la sortie. Tu n'as aucun droit. J'ai tous les droits de me soucier de ton bien-être. La contenance de Peter se fissura légèrement, montrant l'émotion en dessous. De votre bien-être à toutes les deux. La note possessive dans sa voix déclencha des signaux d'alarme dans le système de Réma. C'était exactement ce dont elle avait peur, l'argent et l'influence de Peter prenant le contrôle de sa vie, prenant des décisions à son sujet et au sujet de Sage sans son consentement. Non, dit-elle fermement. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas débarquer et prendre le contrôle juste parce que tu as de l'argent et des relations. Ce n'est pas ce que je fais. Alors qu'est-ce que tu fais, Peter? Parce que de là où je suis, on dirait que tu utilises la maladie de ma fille pour t'immiscer dans nos vies. Peter resta silencieux un long moment, ses yeux gris étudiant son visage. Quand il parla, sa voix était prudente et mesurée. J'essaie de prendre soin des gens que j'aime. L'aveu resta suspendu entre eux comme un pont qu'aucun des deux n'était prêt à traverser. Réma sentit son souffle se couper, mais elle se força à maintenir sa position défensive. Tu ne nous aimes pas, dit-elle. Tu ne nous connais même plus. Je sais que tu as travaillé double quart pour garder un toit au-dessus de la tête de Sage. Je sais que tu as vécu d'un salaire à l'autre, à une urgence du désastre. Je sais que tu ne t'es pas acheté de nouveaux vêtements depuis 2 ans parce que chaque dollar va pour prendre soin de ta fille. La voix de Peter était calme mais implacable. Je sais que tu portes ce fardeau seul depuis 3 ans et que tu es épuisé. Chaque observation frappa comme un coup physique parce qu'elles étaient toutes vraies. Réma pensait avoir mieux caché ses luttes que cela. Comment sais-tu tout ça? Parce que j'ai veillé sur toi. L'honnêteté de Peter était brutale et douce à la fois. Pas pour te traquer, pas pour m'immiscer, juste pour m'assurer que tu étais en sécurité. Depuis combien de temps? 6 mois. Réma s'effondra dans le fauteuil de l'hôpital, submergée par les implications. Tu m'observes depuis 6 mois et tu ne prends contact que maintenant? Je montais un dossier. Un dossier pourquoi? L'expression de Peter se durcit avec quelque chose qui ressemblait à une fureur contrôlée. Contre Tommy Morrison et sa famille. Pour ce qu'ils t'ont fait. La mention du nom de Tommy glaça le sang de Réma. Quel dossier? Peter, de quoi parles-tu? Plus tard, dit-il en jetant un coup d'œil significatif à Sage, qui écoutait leur conversation avec une attention captivée. Nous devons nous concentrer sur son rétablissement d'abord. Réma voulait argumenter, voulait exiger des réponses, mais Sage les regardait avec une anxiété croissante et la dernière chose qu'elle voulait était de bouleverser sa fille alors qu'elle était encore en convalescence. D'accord, dit-elle, mais après sa sortie, je veux des réponses. Je veux savoir exactement ce que tu penses faire, et ensuite je veux que tu nous laisses tranquilles. D'accord, accepta Peter, bien que quelque chose dans son expression suggéra qu'il n'avait aucune intention de disparaître à nouveau de leur vie. Le docteur Chen, la pneumologue pédiatrique, arriva pour la tournée du soir et confirma que Sage pourrait sortir le lendemain matin si ses études respiratoires nocturnes semblaient bonnes. C'était une femme gentille qui parlait directement à Sage plutôt que par-dessus sa tête, expliquant en termes simples comment ses poumons guérissaient. Tu es une fille très courageuse, dit le docteur Chen à Sage. Ta maman a pris excellent soin de toi. Après le départ du médecin, un silence inconfortable s'installa dans la chambre d'hôpital. Sage commençait à être fatiguée à nouveau, les effets persistants de la maladie la rendant somnolente, mais elle luttait contre le sommeil. Je ne veux pas me rendormir, chuchota-t-elle à Réma. Et si la toux revenait?
Le cœur de Réma se brisa un peu. Sage avait été effrayé par sa propre maladie, et maintenant le sommeil lui semblait dangereux. « Je resterai juste ici, promit Réma. Je ne quitterai pas ton côté. »« Est-ce que le monsieur peut rester aussi » demanda Sage de manière inattendue. « Il a des mains gentilles. » Réma regarda Peter, qui avait en effet été prudent et doux dans ses interactions avec Sage, ne tendant jamais la main vers elle sans permission, ne parlant jamais trop fort ni ne bougeant trop vite. « Si ta maman dit que c'est d'accord, » dit Peter doucement. Réma voulait dire non, voulait maintenir les limites qu'elle avait essayé d'établir. Mais Sage la regardait avec des yeux pleins d'espoir, et elle était encore faible et effrayée, et parfois être une bonne mère signifiait mettre de côté ses sentiments personnels pour le confort d'un enfant. « D'accord, » dit-elle à contre-cœur. « Il peut rester. » Alors que Sage sombrait finalement dans le sommeil, sa petite main tenant le doigt de Peter avec une confiance surprenante, Réma se surprit à étudier l'homme qu'elle avait aimé autrefois. Il y avait de nouvelles rides autour de ses yeux, un poids sur ses épaules qui n'était pas là à l'université, et quelque chose dans son expression quand il regardait Sage qui lui serrait la poitrine d'émotions compliquées. Quoique Peter prévît, quel que soit le dossier qu'il montait contre Tommy, il était clair que ses sentiments pour elle, et maintenant pour Sage, étaient réels. La question était de savoir si cela le rendait plus dangereux ou moins. Chapitre 6, Preuve et aveu. L'enquête se dévoile. Le cottage d'amis sur le domaine de Peter donnait l'impression d'entrer dans un autre monde. Réma avait accepté qu'il les amène là uniquement parce que Sage avait besoin d'un endroit calme pour récupérer, et leur studio, avec ses murs fins et ses voisins bruyants, n'était pas propice à la guérison. Elle avait posé des conditions strictes, chambres séparées, arrangement temporaire uniquement, et elle paierait un loyer avec ses revenus de marketing freelance. Peter avait accepté ces conditions sans discuter, bien que Réma soupçonnât qu'il lui cédait pour lui faire plaisir plutôt que d'accepter vraiment de traiter cela comme un arrangement commercial. Le cottage lui-même était magnifique sans être ostentatoire. Des poutres apparentes, des meubles confortables, une cuisine remplie de plus de nourriture que Réma n'en avait vu au même endroit depuis avant la naissance de Sage. Des portes-fenêtres s'ouvraient sur un jardin où Sage pouvait jouer en toute sécurité, et la chambre principale disposait d'un coin lecture parfait pour une enfant de 3 ans en convalescence ayant besoin de divertissement calme. Cela faisait 3 jours qu'ils avaient quitté l'hôpital, et Sage s'améliorait régulièrement. Son appétit revenait, son niveau d'énergie remontait lentement, et la toux effrayante qui les avait envoyés aux urgences s'estompait enfin. Elle avait adopté Peter avec l'acceptation facile de l'enfance, l'appelant Peter et lui montrant ses livres et dessins avec une confiance croissante. Réma était moins adaptable. Chaque gentillesse de Peter ressemblait à une dette qu'elle ne pouvait rembourser. Chaque confort dans le cottage lui rappelait à quel point sa vie normale était précaire. Chaque moment de sécurité la rendait plus anxieuse quant au retour inévitable à la réalité. Elle travaillait sur son ordinateur portable dans le salon du cottage, rattrapant son retard sur des campagnes de réseaux sociaux pendant que Sage faisait la sieste, quand Peter frappa à la porte d'entrée. Il leur avait laissé de l'espace depuis leur arrivée, passant voir comment elles allaient chaque matin et chaque soir mais respectant par ailleurs les limites qu'elle avait établies. « Entre » appela-t-elle sans lever les yeux de son écran. Peter entra portant une enveloppe Kraft épaisse de documents. Son expression était sérieuse d'une manière qui noua l'estomac de Réma de pressentiment. « Nous devons parler, dit-il. » Sage dort. « C'est à propos de Tommy. » Réma sauvegarda son travail et ferma l'ordinateur portable, se préparant à quelle que soit la révélation que Peter avait retenue. « Quoi à propos de lui ?» Peter s'assit en face d'elle, l'enveloppe reposant sur la table basse entre comme une pièce à conviction dans un procès. Pendant un moment, il sembla lutter pour trouver par où commencer. « Je t'ai dit que je montais un dossier, dit-il finalement. Je pense qu'il est temps que tu saches ce que j'ai trouvé. » Il ouvrit l'enveloppe et sortit un seul document, des dossiers financiers de Morrison Construction. Même au premier coup d'œil, Réma put voir des marques rouges et des sections surlignées indiquant des problèmes. « Tommy Morrison n'est pas l'homme que tu as épousé, » commença Peter, sa voix mesurée et contrôlée. « Ou plutôt, il est exactement l'homme que tu as épousé, mais tu n'as jamais su qui c'était vraiment. » Réma fixa l'analyse financière devant elle, essayant de traiter ce qu'elle voyait. « Qu'est-ce que je regarde ? » « Une fraude systématique, » dit simplement Peter. Tommy sous-évalue ses offres sur les contrats municipaux en lésinant sur la sécurité et les matériaux. Il paie les travailleurs en dessous du salaire minimum et empoche la différence entre ce qu'il facture à la ville et ce qu'il dépense réellement. L'ampleur du vol était stupéfiante. Alors qu'elle avait dû choisir entre l'épicerie et l'essence,
Tommy volait des projets publics et des travailleurs vulnérables. Combien d'argent, demanda-t-elle, bien qu'elle ne fût pas sûre de vouloir connaître la réponse. Estimation prudente, 2 millions de dollars sur les 5 dernières années. Le chiffre était vertigineux. Alors qu'elle découpait des coupons, Tommy détournait des millions. Ce n'est pas tout, continua Peter en sortant une autre série de documents. L'OSHA reçoit des plaintes anonymes concernant des violations de sécurité sur les chantiers de construction Morrison depuis 2 ans. Protection contre les chutes inadéquates, équipements défectueux, travailleurs forcés d'utiliser des machines sans formation appropriée. Les photographies accompagnant les rapports étaient accablantes. Des chantiers avec des dangers évidents, de l'équipement qui semblait appartenir à une casse, des travailleurs dans des situations qui donnaient la nausée à Rema. 3 hommes ont été gravement blessés sur les chantiers de Tommy au cours des 18 derniers mois, dit Peter doucement. L'un d'eux, Miguel Santos, est handicapé permanent. La compagnie d'assurance de Tommy a refusé sa demande en alléguant une négligence du travailleur. Rema se sentit mal. Mais si Tommy lésinait sur la sécurité, alors la blessure de Miguel était la faute de Tommy, pas la sienne. La fureur contrôlée de Peter devenait plus apparente à chaque révélation. Miguel a 3 enfants. Sa femme travaille 2 emplois pour essayer de soutenir la famille pendant qu'il gère la douleur chronique et une mobilité limitée. L'injustice de la chose fit trembler les mains de Rema. Alors qu'elle luttait pour survivre à l'abandon de Tommy, d'autres familles souffraient à cause de son avidité et de sa négligence. Il y a plus, dit Peter, et sa voix portait une note d'avertissement qui fit se raidir Rema. Le document suivant était une analyse fiscale de l'organisation caritative en Helping Hearts de Marlo Morrison. Ce que Rema vit fit basculer sa compréhension de la famille de Tommy dans une mise au point plus nette et plus laide. Ton ancienne belle-mère dirige une fausse organisation caritative depuis 6 ans, expliqua Peter. Il collecte des dons pour les enfants défavorisés et le développement communautaire, mais 90% de l'argent va aux frais administratifs, ce qui signifie le salaire de Marlo, ses frais de voyage et ses achats personnels. La trace écrite était étendue. Marlo avait utilisé des fonds caritatifs pour payer des vacances de luxe, des vêtements haut de gamme, des bijoux et même des rénovations domiciliaires. Elle avait acheté des sacs à main de créateurs avec l'argent donné par des congrégations religieuses bien intentionnées qui pensaient aider des enfants dans le besoin. Elle a volé environ 400 000 dollars à des gens qui essayaient de faire le bien dans leur communauté, dit Peter, et elle réclame des déductions fiscales pour travail caritatif, tout en vivant des dons. Rema sentit quelque chose de froid et dur s'installer dans sa poitrine. Ils m'ont détruite parce que j'étais pauvre alors qu'ils volaient littéralement les pauvres. Oui. La simple confirmation frappa plus fort qu'une longue explication. Marlo Morrison avait méprisé Rema pour ses origines ouvrières tout en volant simultanément la classe ouvrière. Elle avait traité Rema de croqueuse de diamants alors qu'elle creusait littéralement dans les dons caritatifs. « Comment as-tu trouvé tout ça ?» demanda Rema. Comptable judiciaire, détective privé et recherche dans les registres publics, répondit Peter. La plupart de ces informations se cachaient à la vue de tous une fois que nous savions où chercher. Tommy et sa famille sont devenus négligents parce qu'ils pensaient être intouchables. Peter sortit un autre document, des relevés bancaires montrant des dépôts en espèces inhabituels et des transferts entre le compte professionnel de Tommy et l'organisation caritative de sa mère. Ils blanchissent de l'argent via l'association, expliqua-t-il. Tommy transfère les profits excédentaires de ses contrats frauduleux à Marlo. Elle les fait passer par en Helping Hearts comme de faux dons, puis les lui retransfère comme frais de consultation pour des projets de construction qui n'ont jamais lieu. La complexité de la fraude était stupéfiante. Ce n'était pas un crime opportuniste, c'était une opération sophistiquée qui durait depuis des années. Mais voici ce qui me met le plus en colère, dit Peter, et pour la première fois son calme professionnel se fissura légèrement. Ils avaient tout cet argent, des millions de dollars issus de la fraude et du vol, et ils t'ont jeté sous la pluie avec un nouveau-né parce que tu n'étais pas assez bien pour eux. Le poids émotionnel de cette vérité frappa Rema comme un coup physique. Elle avait passé 3 ans à croire qu'elle avait été abandonnée parce qu'elle était inadéquate d'une manière ou d'une autre, pas assez riche, pas assez blanche, pas assez digne. Mais la réalité était que la famille de Tommy était composée de criminels qui avaient détruit sa vie non pas parce qu'elle manquait de quelque chose, mais parce qu'ils étaient des monstres. Il y a autre chose, dit Peter doucement, quelque chose que seul toi peux nous aider à prouver. Il lui montra la déclaration de Derek sur la nuit où il l'avait jeté dehors, comment Tommy et Marlo avaient tout planifié, comment les preuves avaient été plantées, comment ils en avaient ri par la suite. Le témoignage de Derek est puissant,
mais les procureurs voudront une corroboration, expliqua Peter. Ils voudront des preuves que tu as été systématiquement abusé et manipulé, ton témoignage sur leurs schémas comportementaux, leurs méthodes de contrôle, leur historique de manipulation. C'est une preuve cruciale que seul toi peux fournir. Rema regarda les documents étalés sur la table basse, des années de fraude, de vol et de cruauté délibérée exposés dans des déclarations officielles et des comptes rendus de témoins. Pour la première fois, elle comprit qu'elle n'était pas seulement une victime dans cette histoire. « Tu as besoin que je témoigne, dit-elle. Nous avons besoin que tu nous aides à comprendre comment ils opèrent, corrigea Peter. Tes connaissances sur leurs tactiques de manipulation psychologique, ta connaissance de leur dynamique familiale, ta capacité à identifier leurs schémas. Ce n'est pas seulement utile, c'est essentiel. Qu'est-ce que cela signifierait? Cela signifie travailler avec les procureurs fédéraux pour monter le dossier le plus solide possible. Cela signifie aider d'autres victimes à comprendre qu'elles ne sont pas seules. Cela signifie faire partie de la solution au lieu d'être juste une victime de leur crime. Pour la première fois en 3 ans, Rema ressentit autre chose que l'épuisement et la détermination. Elle ressentit la brûlure froide et propre d'une juste colère, et plus important encore, elle se sentit puissante. « Quand commençons-nous » demanda-t-elle. Chapitre 7, la première frappe, la justice commence. Le premier coup porté contre Tommy Morrison survint à 6h42 un mardi matin, lorsque les enquêteurs de l'OSHA arrivèrent à l'improviste sur son plus grand chantier de construction sur la 5e avenue. Rema regardait la couverture des nouvelles locales depuis le cottage de Peter, sage jouant avec des blocs à ses pieds, tandis que les journalistes décrivaient des inspections de sécurité suite à de multiples plaintes de travailleurs déposées au cours des 6 derniers mois. Peter était assis à côté d'elle sur le canapé, son ordinateur portable ouvert pour surveiller les réactions sur les réseaux sociaux et la couverture médiatique. Ce n'était pas le blitz médiatique coordonné auquel Rema s'était attendue. C'était une inspection unique, soigneusement planifiée, qui avait attiré l'attention en raison de la réponse conflictuelle de Tommy aux enquêteurs. « Comment as-tu arrangé ce timing » demanda Rema en regardant Tommy se disputer avec un inspecteur de l'OSHA aux nouvelles du matin. « 6 mois de documentation, » répondit Peter, faisant défiler les publications en temps réel sur l'inspection. L'enquête a été déclenchée par des plaintes de sécurité légitimes de travailleurs. Nous nous sommes juste assurés que ces plaintes étaient correctement documentées et atteignaient les bonnes personnes au bon moment. À l'écran, Tommy apparaissait à l'extérieur de son chantier, le visage rouge de rage alors qu'il gesticulait avec colère vers l'inspecteur de l'OSHA documentant les violations. Même à distance, Rema pouvait voir les signes familiers de son humeur qui s'aggravait, les poings serrés, la posture agressive, la façon dont il envahissait l'espace personnel des autres quand il était frustré. L'inspectrice, une femme d'âge moyen avec 30 ans d'expérience, restait calme tout en photographiant les violations d'équipement et en interrogeant les travailleurs. « Monsieur Morrison », lança un journaliste, « que répondez-vous aux allégations de violation de sécurité sur vos sites ?»« C'est du harcèlement », hurla Tommy, pointant la caméra du doigt avec la même agressivité que Rema se rappelait de leur pire dispute. « Quelqu'un vise mon entreprise, et je vais découvrir qui c'est. Ce sont des accusations montées de toutes pièces par des employés mécontents qui veulent blâmer mon entreprise pour leur propre incompétence. » Rema ressentit un frisson de vieille peur en le voyant perdre le contrôle à la télévision. C'était le Tommy dont elle se souvenait de leur mariage, irrationnel, paranoïaque et cherchant quelqu'un à blâmer pour ses propres échecs. Mais quelque chose dans ses yeux suggérait que sous l'éclat public, son esprit travaillait déjà à un autre niveau, calculant ses prochains coups même alors qu'il jouait sa routine de victime blessée pour les caméras. « Il sait que quelqu'un s'en prend à lui, dit-elle doucement. »« Qu'il le sache, » répondit Peter, bien que sa voix portât moins de satisfaction que Rema ne l'aurait attendu. La peur fait faire des erreurs aux gens. Mais la paranoïa de Tommy s'avéra plus problématique que Peter ne l'avait anticipé. Plutôt que l'explosion immédiate sur les réseaux sociaux qu'ils attendaient, Tommy garda le silence pendant 3 jours, consultant des avocats, engageant des spécialistes de la réputation et élaborant soigneusement sa stratégie de réponse. Lorsqu'il émergea enfin publiquement, ce fut avec une contre-attaque calculée qui prit tout le monde au dépourvu. « Nous avons un problème », annonça Phoenix lors d'une réunion d'urgence dans le bureau de Peter le vendredi soir. Il était venu de la ville avec des mises à jour urgentes qui ne pouvaient attendre leur briefing régulier du lundi. Rima s'était jointe à la réunion malgré les réticences initiales de Peter à l'impliquer directement dans la planification. Elle avait été claire, elle refusait d'être mise sur la touche dans sa propre histoire. S'il s'attaquait à Tommy, elle voulait comprendre chaque risque et chaque développement.
Tommy ne réagit pas émotionnellement comme nous l'avions prévu, poursuivit Phoenix, étalant des coupures de presse et des publications imprimées sur le bureau de Peter. Il reçoit de l'aide d'experts, et c'est efficace. Les preuves étaient accablantes. Tommy avait engagé Kellerman et Associés, l'un des cabinets de gestion de réputation les plus chers de la ville, connu pour réhabiliter les politiciens et les dirigeants d'entreprises pris dans des scandales. En 72 heures, ils avaient élaboré un récit qui dépeignait Tommy comme un propriétaire de petite entreprise travailleur, pris pour cible par de puissants intérêts anonymes. « Regardez ça », dit Phoenix en leur montrant une vidéo professionnelle que Tommy avait postée sur les réseaux sociaux de son entreprise. Il y apparaissait calme, raisonnable et vêtu d'une tenue de chantier plutôt que de ses habituels costumes onéreux. Le message était soigneusement calibré, il était un entrepreneur de la classe ouvrière attaqué par des élites fortunées cherchant à détruire les honnêtes entreprises américaines. Que peut-il faire concrètement, demanda Rima en étudiant le message parfaitement rodé. La documentation est réelle. Les violations sont prouvées. Il peut brouiller les pistes, expliqua Phoenix, affichant des articles de presse sur sa tablette. Se faire passer pour une victime, prétendre qu'on lui tend un piège, retourner l'opinion publique en sa faveur. Et essayer de découvrir qui est derrière l'enquête. Il ne peut pas nous atteindre légalement, affirma Peter fermement, bien que Rima perçut une tension dans sa voix. Tout ce que nous avons fait est passé par les voies officielles. Mais il pourrait essayer de riposter d'autres manières, poursuivit Phoenix, surtout s'il découvre l'implication de Rima. Et il y a autre chose. Il a déposé les documents préliminaires pour une poursuite en diffamation contre X, alléguant une campagne de harcèlement coordonné. La pièce tomba dans le silence. Une poursuite en diffamation, même frivole, pourrait enliser l'enquête dans des procédures judiciaires pendant des mois, laissant à Tommy le temps de détruire des preuves et d'intimider les témoins. Quelle est la solidité de sa position juridique, demanda Peter. Faible sur le fond, mais potentiellement efficace comme tactique dilatoire, répondit Phoenix. Ses avocats allèguent une faute du procureur et exigent de savoir qui est derrière l'enquête. S'ils parviennent à prouver que nous nous sommes coordonnés avec les forces de l'ordre d'une manière qui viole la procédure régulière, ou s'ils arrivent à présenter cela comme une manipulation du système judiciaire par des intérêts privés. Nous avons suivi toutes les procédures, dit Peter, mais sa voix portait moins de certitude que d'habitude. Nous l'avons fait, mais nous avons aussi agi avec une efficacité redoutable, et les avocats de Tommy sont assez intelligents pour exploiter tout ce qui semble suspect. Ils demandent déjà pourquoi l'OSHA s'est soudainement intéressé à Morrison Construction après des années d'inspection de routine. La deuxième phase de leur plan fut lancée la semaine suivante, lorsque la brigade financière de la ville reçut une documentation détaillée sur les irrégularités dans l'historique des appels d'offres de Morrison Construction. L'analyse, préparée par les experts comptables de Peter, mettait en évidence des schémas suggérant une fraude systématique sur plusieurs années. Cependant, la réponse de Tommy fut rapide et plus sophistiquée qu'il ne l'avait anticipé. Dès le jeudi matin, Tommy avait non seulement engagé un avocat de la défense pénale, mais avait également déposé une injonction pour suspendre toute enquête supplémentaire en attendant la résolution de sa plainte pour diffamation. C'était une stratégie juridique brillante, utiliser les tribunaux civils pour stopper l'enquête criminelle tout en construisant un récit public de persécution. C'est mauvais, annonça Phoenix lors d'une autre réunion d'urgence. Les avocats de Tommy ont déposé une injonction, affirmant que l'enquête viole ses droits à une procédure régulière. Ils soutiennent que de puissants intérêts anonymes manipulent les forces de l'ordre pour le cibler injustement. Peter fixa les documents juridiques que Phoenix avait posés sur son bureau. Pour la première fois depuis le début de cette affaire, Rima vit le doute dans ses yeux. Combien de temps cela pourrait-il retarder les choses, demanda Peter. Des mois, potentiellement. Peut-être plus s'ils parviennent à faire tenir leurs accusations de harcèlement. Rima sentit le poids familier de l'impuissance s'abattre sur elle. Alors il gagne ? Il ne gagne pas, dit Phoenix avec précaution, mais il gagne du temps. Du temps pour détruire des preuves, intimider des témoins et construire son récit de victime. Et il y a quelque chose de plus préoccupant. Phoenix sortit un autre document, une lettre d'offre de règlement. Miguel Santos hésite à poursuivre son procès. Les gens de Tommy ont approché sa famille hier, non pas avec des menaces, mais avec une offre de règlement à l'amiable, assez d'argent pour payer ses frais médicaux, ses soins continus et une compensation pour la perte de salaire. Il joue très finement. Pas d'intimidation, juste une offre généreuse pour faire disparaître le problème discrètement. La pièce retomba dans le silence.
Perdre le témoignage de Miguel affaiblirait considérablement leur dossier, et Peter réalisa que sa pensée stratégique avait sous-estimé la capacité de Tommy à riposter efficacement. « Qu'a dit Miguel » demanda Rima. Il n'a pas encore décidé, mais sa femme le pousse à accepter l'argent. Elle est fatiguée du stress, fatiguée de se battre, et ils ont vraiment besoin de cette sécurité financière. De son point de vue, accepter un règlement qui garantit l'avenir de leur famille a plus de sens que de parier sur une longue bataille juridique qui pourrait échouer. Peter resta silencieux un long moment, la mâchoire serrée par une frustration contenue. C'était le seul scénario qu'il n'avait pas adéquatement planifié, que Tommy soit assez intelligent pour utiliser le système juridique et la pression financière de manière défensive au lieu de simplement réagir sous le coup de l'émotion. Il y a plus, poursuivit Phoenix à contre-cœur. 2 autres travailleurs blessés qui étaient prêts à témoigner ont également reçu des offres de règlement. L'équipe de gestion de crise de Tommy identifie systématiquement tous ceux qui pourraient parler contre lui et rend financièrement attrayant leur silence. C'est de l'obstruction à la justice, dit Rima. C'est une stratégie juridique intelligente, corrigea Phoenix. Les règlements civils avec accord de non-divulgation ne sont pas illégaux, même si le timing est suspect. Les avocats de Tommy font très attention à rester dans les limites légales tout en neutralisant efficacement les témoins. L'ampleur de la contre-attaque de Tommy devenait claire. Il ne se contentait pas de combattre l'enquête, il la démantelait pièce par pièce en utilisant des stratégies professionnelles juridiques et de relations publiques. Nous devons nous regrouper, dit finalement Peter, et pour la première fois, sa voix trahissait de l'incertitude. Trouver une autre approche. Et si nous ne pouvions pas, demanda Rima. Et s'il était simplement meilleur à ce jeu que nous ne le pensions ? Peter la regarda, et elle put voir la frustration et le doute qu'il essayait de cacher. L'homme qui avait bâti un empire commercial en contrôlant chaque variable faisait face à un adversaire qui se révélait tout aussi stratégique et bien plus désespéré. Alors nous nous adaptons, dit-il, bien que sa voix manquât de son assurance habituelle. Mais nous n'abandonnons pas. Alors que Phoenix rassemblait ses documents pour partir, Rima réalisa que la justice n'était pas garantie simplement parce qu'ils avaient des preuves et de bonnes intentions. Tommy se battait pour sa vie et sa liberté, et ce désespoir le rendait plus dangereux qu'aucun d'eux ne l'avait anticipé. Pour la première fois, elle se demanda s'ils allaient réellement gagner. Chapitre 8, Confiance et vulnérabilité ou reconstruire l'amour. Les retombées de l'enquête sur Tommy furent immédiates et intenses. Dans les 48 heures suivant l'inspection de l'OSHA, l'ancien numéro de téléphone de Rima avait fuité en ligne, inondant sa messagerie vocale de messages allant du soutien à la menace. Peter s'arrangea pour lui fournir un nouveau téléphone avec un numéro sur liste rouge et renforça la sécurité autour de la propriété, mais cette violation de sa vie privée laissa Rima exposée et vulnérable. « Je ne peux pas emmener Sage à l'épicerie sans me demander si quelqu'un va me reconnaître, » dit Rima en faisant les 100 pas dans le salon du cottage pendant que Sage faisait la sieste. « Ce n'est pas ce que je voulais quand nous avons commencé ça. » Peter leva les yeux de son ordinateur portable, où il surveillait les discussions en ligne sur l'affaire Tommy. Les appels menaçants sont tracés par les forces de l'ordre. La plupart ne sont que des gens déversant leur colère en ligne, pas de vraies menaces. La plupart, répéta Rima, se concentrant sur la nuance. Et ceux qui ne sont pas juste de la colère en ligne ? L'hésitation de Peter lui dit tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Phoenix travaille avec le bureau du shérif pour surveiller toute personne ayant des antécédents inquiétants. Tu es en sécurité ici. Ce n'est pas vraiment une réponse. 2 des appelants ont des casiers judiciaires pour agression, admit Peter à contre-cœur, mais ils sont tous 2 dans des états différents et la police locale est au courant de la situation. Rima s'effondra dans le fauteuil en face de lui, soudainement épuisé. J'ai tout aggravé, n'est-ce pas ? Tommy reçoit plus de sympathie maintenant. Les gens pensent que je suis l'ex-femme vindicative. Certaines personnes pensent cela, dit Peter avec prudence, mais les gens qui comptent, les procureurs, les enquêteurs, les journalistes qui comprennent les preuves, ils savent que tu dis la vérité. Et en attendant, ma fille de 3 ans est obligée de se cacher parce que sa mère a décidé de chercher des noix à un criminel. Peter ferma son ordinateur et vint s'asseoir sur la table basse en face d'elle, assez près pour que leurs genoux se touchent presque. Sage n'est pas obligée de se cacher. Elle est en sécurité, aimée, et elle se remet d'une pneumonie dans un endroit magnifique où elle peut jouer dans le jardin et lire des livres sans se soucier de rien. Mais pour combien de temps ? Que se passera-t-il quand ce sera fini ? Retournerons-nous dans notre studio en prétendant que rien de tout cela n'est arrivé ? Changerons-nous de nom pour déménager dans un autre état ?
Allons-nous. Rima, l'interrompit Peter d'une voix douce mais ferme. Arrête. Arrêtez quoi? Arrête d'essayer de contrôler chaque issue future possible. Arrête d'imaginer le pire. Arrête de me repousser parce que tu as peur. La justesse de son observation la frappa comme une gifle. Je ne te repousse pas. Si, tu le fais. Tu le fais depuis le jour où je suis entré dans la cuisine de Célestine. Chaque fois que nous nous rapprochons, tu trouves une raison de créer de la distance. Rima voulait nier, mais la vérité était inconfortable et évidente. Elle le repoussait, érigeant des barrières, insistant pour payer un loyer, maintenant des chambres séparées, traitant leur arrangement comme une transaction commerciale au lieu de ce qu'il était vraiment. Je ne sais pas comment faire ça, admit-elle doucement. Faire quoi? Faire confiance à quelqu'un à nouveau. Laisser quelqu'un prendre soin de moi. Accepter de l'aide sans avoir l'impression de devoir quelque chose en retour. La voix de Rima se brisa légèrement. Tommy m'a convaincu que j'étais un fardeau, que j'avais de la chance que quelqu'un veuille bien de moi, que tout ce qui était bon dans ma vie était une charité que je ne méritais pas. L'expression de Peter s'assombrit de colère, mais sa voix resta douce. Tommy était un imbécile et un menteur. Peut-être, mais ces voix sont toujours dans ma tête. Quand tu paies les factures médicales de Sage, j'entends que je suis un fardeau financier. Quand tu nous donnes cet endroit magnifique, j'entends que je ne peux pas subvenir aux besoins de ma propre fille. Quand tu me regardes comme tu me regardais avant, j'entends que c'est trop beau pour être vrai, et que tu partiras quand tu réaliseras ce que je suis vraiment. Et que penses-tu être vraiment? La gorge de Rima se serra de larmes retenues. Abîmée. Usée. Indigne qu'on se batte pour elle. Peter resta silencieux un long moment, ses yeux gris étudiant son visage avec une intensité qui lui donnait envie de détourner le regard. « Veux-tu savoir ce que je vois quand je te regarde » demanda-t-il enfin. « Je ne suis pas sûr. Je vois une femme qui a été rejetée par des gens trop stupides pour reconnaître sa valeur. Je vois quelqu'un qui a pris la pire chose qui lui soit arrivée et s'en est servi pour devenir plus forte au lieu de devenir amère. Je vois une mère qui travaille 18 heures par jour pour donner une belle vie à sa fille, qui affronte des enquêtes fédérales pour protéger d'autres familles, qui fait face à l'humiliation publique plutôt que de laisser des criminels impunis. » Rima sentit les larmes menacées de déborder. Peter. Je vois la femme dont je suis tombé amoureux à l'université, mais en mieux, plus sage, plus féroce, plus belle à cause de tout ce qu'elle a surmonté. Peter prit ses mains, et cette fois, elle ne se retira pas. Et je vois quelqu'un qui a peur de s'autoriser à être heureuse parce que le bonheur semble dangereux après tant de douleur. Les larmes vinrent alors, silencieuses et irrépressibles. Peter quitta la table basse pour s'asseoir à côté d'elle sur le fauteuil, la serrant contre sa poitrine pendant qu'elle pleurait tout ce qu'elle avait perdu, tout ce qu'elle avait enduré et tout ce qu'elle avait peur d'espérer. « Je ne sais pas comment faire confiance à ça » chuchota-t-elle contre son épaule. « Tu n'as pas à faire confiance à tout de suite, dit Peter en lui caressant les cheveux. Commence petit. Aie confiance que je serai là demain. Aie confiance que je ne ferai pas de mal à Sage. Aie confiance que quand je dis que je t'aime, je le pense sans condition ni attente. Et si Tommy gagne? Et si l'enquête s'effondre et qu'il s'en prend à nous? Alors nous ferons face ensemble. Mais Rima, il ne va pas gagner. Les preuves sont trop solides et trop de gens regardent maintenant. C'est fini pour lui. Ils restèrent assis ensemble dans un silence confortable pendant que Rima assimilait le poids émotionnel de la conversation. Pendant 3 ans, elle avait porté seule le fardeau de la survie, prenant chaque décision en fonction des pires scénarios et de ses instincts protecteurs. L'idée de partager ce fardeau avec quelqu'un d'autre semblait étrangère, terrifiante et merveilleuse à la fois. Maman. La voix endormie de Sage leur parvint de la chambre. J'ai soif. Rima fit mine de se lever, mais la main de Peter sur son bras l'arrêta. J'y vais, repose-toi. Elle aime les gobelets avec les pailles, dit Rima automatiquement. Et si elle a encore chaud, elle voudra peut-être de la glace. Gobelet avec paille, glace possible, c'est noté. Peter embrassa son front avant de se lever. Autre chose? Elle voudra peut-être entendre l'histoire de la fois où tu as trouvé le bébé hibou à l'université. Elle aime les histoires d'animaux. Le sourire de Peter était doux et sincère. Je peux faire ça. En le regardant se diriger vers la chambre de Sage avec une telle aisance naturelle, Rima sentit quelque chose bouger dans sa poitrine.
Ce n'était pas Peter essayant d'acheter son affection ou de prouver sa valeur par de grands gestes. C'était simplement un homme qui se souciait du confort de sa fille et voulait aider de toutes les petites manières possibles. Lorsqu'il revint 20 minutes plus tard, Sage était recouché avec de l'eau et une histoire, et l'expression de Peter était empreinte d'admiration. « Elle est incroyable », dit-il en se rasseyant près de Rima. « Intelligente, drôle et tellement comme toi, c'est saisissant. Elle m'a posé des questions sur toi l'autre jour, admire Rima. Elle a demandé si tu allais être son nouveau papa. » La respiration de Peter se coupa net. « Qu'est-ce que tu lui as dit ? » Que les relations entre adultes sont compliquées et qu'elle ne devrait pas s'en inquiéter. Rima le regarda attentivement. « Qu'aurais-tu voulu que je lui dise ? » La vérité. Que j'aime énormément sa mère et que j'espère qu'un jour, elle me laissera faire partie de votre famille. Officiellement. Le mot officiellement resta suspendu entre eux comme une question et une promesse. Rima sentit ses murs soigneusement construits se fissurer, non pas sous la pression ou la manipulation, mais sous la chaleur constante de quelqu'un qui n'avait jamais cessé de croire qu'elle méritait d'être aimée. « Peter, dit-elle doucement. Oui. Demain, quand Sage se réveillera, peut-être pourrions-nous préparer le petit déjeuner ensemble. Tous les trois. Comme une famille. » Son sourire fut plus éclatant qu'un lever de soleil. « J'aimerais beaucoup ça. » Pour la première fois en 3 ans, Rima s'autorisa à imaginer un avenir qui n'impliquait pas de regarder constamment par-dessus son épaule ou de se préparer à la prochaine crise. Cela semblait dangereux, magnifique et absolument terrifiant. Cela ressemblait à de l'espoir. Chapitre 9, le jugement en victoire juridique. 6 mois après la première inspection de l'OSHA, l'enquête criminelle atteignit un tournant critique. Les délais juridiques orchestrés par Tommy s'étaient finalement retournés contre lui. Pendant que ses avocats temporisaient, d'autres témoins s'étaient manifestés, d'autres preuves avaient fait surface, et les procureurs fédéraux avaient eu le temps de monter un dossier en béton. L'injonction déposée par les avocats de Tommy avait finalement été annulée lorsque les procureurs présentèrent des preuves supplémentaires démontrant que leur enquête était légitime et menée dans les règles. Rima se réveilla pour trouver Peter déjà habillé et buvant son café à 5h30 du matin, son téléphone vibrant des mises à jour de Phoenix et de l'équipe juridique. « C'est le grand jour », dit-il en levant les yeux d'un SMS avec une sombre satisfaction. Les procureurs fédéraux inculpent Morrison Construction. Le grand jury a voté la mise en accusation hier. Rima sentit son estomac se nouer d'une énergie nerveuse. Après des mois de retard et de revers, elle avait presque cessé de croire que ce jour arriverait. « Qu'est-ce qui a changé ?» demanda-t-elle en s'installant près de lui à la table de cuisine. « Miguel Santos a changé d'avis sur le règlement à l'amiable », répondit Peter. Quand il a vu combien d'autres travailleurs se manifestaient, il a décidé qu'il ne pouvait pas prendre l'argent pour se taire pendant que d'autres familles souffraient. La percée avait eu lieu lorsque Rima avait accepté de parler directement à Miguel et à sa femme, partageant sa propre histoire de silence et d'isolement. Son témoignage sur les tactiques de manipulation de Tommy avait aidé d'autres victimes à comprendre qu'elles n'étaient pas seules et que parler était le seul moyen d'empêcher de futurs préjudices. Les procureurs fédéraux montent ce dossier depuis 8 mois, poursuivit Peter. Les manœuvres dilatoires de Tommy leur ont donné le temps de trouver encore plus de preuves. Relevés bancaires, documents fiscaux, témoignages de 15 travailleurs différents. C'est complet. À 9h15, le téléphone de Rima sonna. C'était Phoenix, appelant du centre-ville où il surveillait le tribunal fédéral dans le cadre des efforts de coordination de leur équipe juridique. « Ça commence », dit Phoenix, la voix tendue par l'excitation. Les marshals fédéraux viennent d'entrer dans les bureaux de Morrison Construction avec des mandats d'arrêt. Je peux les voir à travers les fenêtres depuis le café d'en face. Rima sentit ses mains commencer à trembler. Après 3 ans où Tommy avait vécu librement pendant qu'elle luttait pour survivre à son abandon, ce moment de justice semblait irréel. « Tu regardes ça en ce moment même ?» demanda-t-elle. « Oui, ils le sortent menotté maintenant. » Il a l'air complètement choqué. Peter prit le téléphone. Quelle est son attitude ? Abasourdi. Il essaie de discuter avec les agents, mais ils ne répondent pas. Son équipe juridique n'a pas dû le prévenir que ça arrivait aujourd'hui. 1 heure plus tard, les nouvelles locales interrompirent les programmes réguliers avec les images de l'arrestation. Rima et Peter regardèrent Tommy Morrison, propriétaire de Morrison Construction, être conduit hors de son immeuble de bureau, menottes au poignet. Les caméras de presse étaient arrivées après l'appel de Phoenix, capturant les retombées plutôt que l'arrestation elle-même.
Contrairement à l'image soignée et contrôlée qu'il avait projetée via son équipe de gestion de crise, ce Tommy-là semblait débraillé et désespéré. La voix du journaliste couvrit les images. Morrison fait face à des accusations fédérales, incluant l'association de malfaiteurs en vue de commettre une fraude, la violation des lois fédérales du travail, l'évasion fiscale et la fraude électronique. S'il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, il pourrait encourir jusqu'à 25 ans de prison fédérale. Rima regarda le visage de son ex-mari à la télévision et ressentit quelque chose d'inattendu, un étrange mélange de soulagement et de tristesse. Soulagement parce que la justice passait enfin, mais tristesse parce qu'elle pouvait voir l'homme brisé sous le criminel. C'était la personne qu'elle avait aimée autrefois, maintenant détruite par sa propre avidité et sa cruauté. « Comment te sens-tu » demanda Peter en s'installant près d'elle sur le canapé. « Vide » dit Rima honnêtement. « Je pensais que je me sentirais victorieuse ou soulagée, mais surtout, je me sens juste vide. » C'est normal. Tourner la page ne ressemble pas toujours à ce qu'on imagine. À 14h30, ils apprirent que Marlo Morrison avait été arrêtée chez elle. Les agents fédéraux avaient trouvé des dossiers détaillés de sa fraude caritative dans un bureau à domicile qu'elle utilisait apparemment pour coordonner le blanchiment d'argent avec Tommy. Contrairement à son fils, Marlo ne résista pas à l'arrestation, mais sa photo d'identité judiciaire montrait une femme qui paraissait avoir 10 ans de plus que son âge réel. Keanu Morrison, le frère et partenaire commercial de Tommy, fut arrêté ce soir-là à son appartement. Phoenix rapporta que Keanu avait été le plus sincèrement choqué par son arrestation, suggérant qu'il avait été un suiveur plutôt qu'un leader dans l'entreprise criminelle. Mais l'arrestation qui comptait le plus pour Rima eut lieu le lendemain matin. À 10h, Phoenix appela avec la nouvelle que Derek Campbell, l'ancien collègue de Tommy qui avait fourni le témoignage crucial sur les preuves fabriquées, était arrêté pour parjure après que les enquêteurs eurent découvert qu'il avait initialement menti sur certains détails pour minimiser sa propre implication. « Attends » dit Rima, sentant la panique monter. « Est-ce que ça nuit à notre dossier ?» « En fait, ça aide » expliqua Phoenix. L'arrestation de Derek prouve que l'enquête est minutieuse et impartiale. Quand il a été pris en flagrant délit d'incohérence, il a dit toute la vérité au procureur, y compris des détails qui accablent encore plus Tommy. La vérité qui émergea était plus sombre que quiconque ne l'avait prévu. Derek révéla que Tommy n'avait pas seulement été au courant du plan de Marlo pour piéger Rima, il avait activement participé à sa planification. Des SMS récupérés sur le téléphone de Derek montraient Tommy discutant de la façon de se débarrasser du problème de la femme et du gosse des semaines avant la naissance de Sage. La confirmation sort enfin, rapporta Phoenix lors d'un briefing en soirée. Derek a admis que Tommy lui avait dit qu'il voulait sortir du mariage mais qu'il était trop lâche pour demander le divorce. Tommy avait peur que Rima obtienne la moitié de ses actifs dans un règlement de divorce, alors il a décidé de la piéger pour adultère à la place. L'aveu frappa Rima plus durement qu'elle ne s'y attendait. Pendant 3 ans, elle avait porté la possibilité que Tommy ait été manipulé, qu'il ait sincèrement cru au mensonge de sa mère. Apprendre définitivement qu'il avait été un participant volontaire à sa destruction était à la fois une validation et un déchirement. « Je suis désolé » dit Peter doucement. « Je sais que ce n'est pas ce que tu voulais entendre. »« En fait, si » répondit Rima, se surprenant elle-même. « Ça veut dire que je ne me trompais pas sur qui il était vraiment. Mon instinct avait raison, je l'ai juste ignoré parce que je voulais croire aux contes de fées. » 3 jours après les arrestations, Rima se retrouva au tribunal fédéral pour la comparution de Tommy. Elle n'avait pas prévu d'y assister, mais Phoenix lui avait expliqué qu'en tant que victime des crimes documentés de Tommy, elle avait le droit d'observer la procédure. Le coordinateur des droits des victimes l'avait aidé à remplir les papiers nécessaires. Peter avait proposé de l'accompagner, mais elle voulait affronter ce moment seule. La salle d'audience était plus petite qu'elle ne l'imaginait, avec un éclairage fluorescent qui donnait à tout le monde un teint pâle et fatigué. Quand Tommy fut amené portant une combinaison orange, Rima fut choquée de voir à quel point il avait changé en seulement 3 jours. L'homme confiant et agressif des images d'actualité avait disparu, remplacé par quelqu'un qui semblait diminué et effrayé. Les yeux de Tommy balayèrent la salle et se posèrent sur Rima, assise au dernier rang. Pendant un instant, leurs regards se croisèrent à travers la pièce qui représentait la fin d'un chapitre de sa vie et le début d'un autre. Elle s'attendait à ressentir de la colère ou de la peur, mais au lieu de cela, elle ne ressentit que de la pitié pour l'homme qui avait détruit tant de vies dans sa quête d'argent facile. La comparution elle-même fut brève et procédurale. Tommy plaida non coupable de tous les chefs d'accusation, mais sa voix était à peine audible.
son défenseur public et l'équipe de gestion de réputation et les avocats coûteux l'avaient apparemment abandonné une fois les accusations fédérales déposées semblaient dépassées par la complexité de l'affaire. La procureure fédérale Rebecca Martinez exposa les charges avec un détail clinique. L'accusé a systématiquement fraudé la ville d'environ 2 millions de dollars sur 5 ans par le biais de trucages d'appels d'offres et de facturations frauduleuses. Il a mis en danger la vie de travailleurs par des violations délibérées de la sécurité ayant entraîné de multiples blessures graves. Il a blanchi de l'argent via une fausse association caritative qui volait les dons destinés aux enfants défavorisés. Lorsque la procureure Martinez mentionna la fausse association caritative, Rima vit les épaules de Tommy s'affaisser encore plus. Le poids de ses crimes, exposés dans un langage juridique brutal, semblait l'écraser en temps réel. Étant donné le risque de fuite de l'accusé et la gravité des charges, poursuivit la procureure Martinez, le gouvernement demande que la libération sous caution soit refusée. L'avocat de Tommy plaida brièvement pour une assignation à résidence, mais le juge ne fut pas convaincu. L'accusé a montré un schéma de manipulation de témoins et d'obstruction à la justice. La caution est refusée. L'accusé restera en détention fédérale en attendant son procès. Alors que Tommy était emmené enchaîné, il regarda Rima une dernière fois. Cette fois, au lieu du calcul ou de la colère qu'elle avait vue dans ses yeux pendant leur mariage, elle vit quelque chose qui ressemblait à du regret. Pas du regret pour ses crimes, réalisa-t-elle, mais du regret d'avoir été pris. En sortant du tribunal sous le soleil de l'après-midi, Rima sentit un poids se soulever de ses épaules, un poids qu'elle n'avait même pas réalisé porter. Pendant 3 ans, Tommy avait vécu libre pendant qu'elle luttait. Maintenant, il passerait la prochaine phase de sa vie dans une cellule de prison fédérale, et elle passerait la sienne à construire quelque chose de beau avec Peter et Sage. Au cours du mois suivant, des négociations de plaidoyer eurent lieu à huis clos. Le nouvel avocat commis d'office de Tommy, reconnaissant la force des preuves, lui conseilla d'accepter tout accord offert par les procureurs plutôt que de risquer un procès qu'il ne pouvait pas gagner. L'audience finale de plaidoyer fut programmée un vendredi matin de décembre, 6 semaines après l'arrestation initiale. Cette fois, Peter accompagna Rima au tribunal, comprenant qu'elle avait besoin de son soutien pour cette confrontation finale avec son passé. Tommy semblait encore plus petit et usé que lors de la comparution. Lorsqu'il se leva pour s'adresser à la cour, sa voix était rauque. « J'accepte la responsabilité de mes actes, dit-il, bien que les mots sonnassent répétés plutôt que sincères. Je suis désolé pour le mal que j'ai causé. » Le juge accepta l'accord de plaidoyer de Tommy, 8 ans de prison fédérale plus restitution à tous les travailleurs et familles affectés. Marlowe reçut 3 ans pour sa fraude caritative. Kinu, qui avait pleinement coopéré et montré des remords sincères, reçut une peine de probation et des travaux d'intérêt général. Alors que le juge annonçait les sentences, Rima ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé en 3 ans, une fermeture complète, closure. La procédure judiciaire lui avait enfin donné la fin définitive dont elle avait besoin pour clore le chapitre Tommy Morrison. En sortant du tribunal pour la dernière fois, main dans la main avec Peter, Rima réalisa que la justice n'avait pas seulement été une question de punition. Elle avait été une question de validation. Le système juridique avait confirmé ce qu'elle avait toujours su, elle n'était pas le problème. C'était Tommy. Elle n'était pas sans valeur. Il était criminel. Elle n'avait pas mérité l'abandon. Il méritait les conséquences. « Comment te sens-tu maintenant » demanda Peter alors qu'il se tenait sur les marches du palais de justice. « Libre » dit Rima, et pour la première fois en 3 ans, le mot sonnait complètement vrai. « Je me sens libre. » Chapitre 10, Nouveau départ, le mariage et l'avenir. 3 mois après l'arrestation de Tommy, Peter fit sa demande dans le jardin du cottage, là où Sage cueillait des fleurs pour un bouquet, parce que les fleurs rendent les gens heureux. Il mit un genou à terre pendant que Sage gloussait et tapait des mains, présentant une bague élégante sans être ostentatoire, un diamant solitaire classique avec 2 pierres plus petites de chaque côté. La pierre centrale nous représente, expliqua Peter, la voix légèrement nerveuse malgré son assurance. Les pierres latérales représentent notre passé et notre avenir, tout ce qui nous a réunis et tout ce que nous allons construire. Et moi, demanda Sage, ne comprenant pas la signification mais voulant être incluse. Peter plongea la main dans sa poche et sortit un petit écrin contenant un délicat bracelet en or avec une breloque en forme de petit cœur. Ceci est pour toi, Sage. Ça veut dire que tu fais partie de notre famille pour toujours. Le cri de joie de Sage fut si fort que les oiseaux s'envolèrent des arbres voisins. Elle jeta ses bras autour du cou de Peter et le déclara le meilleur Peter du monde entier, ce qui fit rire les 2 adultes à travers leurs larmes.
Est-ce un oui? Demanda Peter à Rima, toujours agenouillé dans la terre du jardin. C'est le plus grand oui de l'histoire des oui, répondit Rima en riant alors qu'il glissait la bague à son doigt. Ils planifièrent leur mariage pour 4 mois plus tard, le temps de régler les formalités administratives, d'organiser une cérémonie significative et de permettre à Rima de témoigner lors du prononcé de la peine de Tommy d'abord. Elle voulait que ce chapitre soit complètement clos avant d'en commencer un nouveau. La condamnation criminelle de Tommy, combinée à son abandon documenté de Sage et aux documents frauduleux qu'il avait forcé Rima à signer, entraîna la déchéance complète de tous les droits parentaux qu'il aurait pu revendiquer. Personne de la famille Morrison ne pourrait plus jamais menacer elle ou Sage. Phoenix géra la logistique du mariage avec son efficacité habituelle, travaillant avec un coordinateur local pour transformer le jardin du cottage en un espace digne d'un conte de fées. Zarabelle arriva de Chicago pour être demoiselle d'honneur, apportant avec elle une robe de mariée qu'elle avait secrètement achetée des mois plus tôt, juste au cas où. C'était parfait, élégant mais pas trop formel, avec des manches en dentelle qui couvraient les petites cicatrices sur les bras de Rima datant de ses années les plus dures, et une jupe fluide qui rendrait magnifiquement bien en photo avec Sage. Le matin du mariage, Rima se réveilla étonnamment calme. Elle s'était attendue à de la nervosité ou à la panique, cette anxiété familière qui était devenue sa compagne constante, mais au lieu de cela, elle se sentait paisible et certaine, d'une manière qu'elle n'avait pas connue depuis l'enfance. « Comment te sens-tu, ma belle ?» demanda Zarabelle en l'aidant pour les touches finales du maquillage. « Comme si je faisais enfin quelque chose de juste, » répondit honnêtement Rima. « Pour la première fois depuis des années, je fais un choix basé sur l'amour au lieu de la peur. » Sage ne tenait plus en place d'excitation, portant une robe de demoiselle d'honneur qui la faisait ressembler à une princesse, et s'exerçant à marcher lentement comme une dame tout en portant son panier de pétales de rose. Elle parlait du mariage depuis des jours, disant à qui voulait l'entendre qu'elle allait avoir un papa et une maman, et une grande maison avec un jardin. La liste des invités était petite mais significative: Zarabelle, Phoenix, le docteur Chen, devenu une amie pendant la convalescence de Sage, Miguel Santos et sa famille, symbole de la justice pour laquelle il s'était battu, et quelques proches associés de Peter qui l'avaient soutenu durant l'enquête. Phoenix officia la cérémonie après s'être fait ordonner en ligne spécialement pour l'occasion. Il avait écrit un service qui reconnaissait le chemin non conventionnel qui les avait réunis tout en se concentrant sur l'avenir qu'il choisissait de bâtir. Le mariage, commença Phoenix, ne consiste pas à trouver quelqu'un de parfait. Il s'agit de trouver quelqu'un dont les imperfections complètent les vôtres, dont la force soutient vos faiblesses, et dont l'amour vous donne envie de devenir la meilleure version de vous-même. Au moment des vœux, Peter parla le premier, la voix stable et sûre malgré l'émotion dans ses yeux. Rima, il y a 5 ans, je pensais que l'amour signifiait de grands gestes et un timing parfait. Je pensais que si je pouvais juste accomplir assez, gagner assez, construire assez, je pourrais créer une vie digne de toi. J'avais tort. L'amour n'est pas ce qu'on peut fournir. C'est être présent chaque jour, surtout quand les choses sont difficiles. Il regarda Sage, qui essayait de rester immobile mais sautillait légèrement d'excitation. Vous m'avez appris que la famille n'est pas seulement une question de sang ou de documents légaux. C'est se choisir l'un l'autre, se protéger et créer quelque chose de beau ensemble. Je promets d'être le père que Sage mérite, le partenaire dont tu as besoin, et l'homme qui ne fera plus jamais passer quoi que ce soit avant les gens qu'il aime. Les vœux de Rima étaient plus courts mais non moins significatifs. Peter, tu m'as trouvé quand j'étais brisé et tu n'as jamais essayé de me réparer. Tu m'as juste aimé pendant que je me réparais moi-même. Tu as montré à Sage à quoi ressemble un homme bon, et tu m'as montré qu'il est possible de faire confiance à nouveau sans me perdre dans le processus. Elle prit une inspiration tremblante, regardant le petit groupe de personnes qui étaient devenues leur famille choisie. Je promets de construire quelque chose de beau avec toi, pas juste un mariage, mais un partenariat qui honore notre passé tout en embrassant notre avenir. Je promets de t'aimer de tout mon cœur, de te confier le bonheur de notre fille, et de ne plus jamais laisser la peur prendre des décisions pour nous. Quand Phoenix les déclara mari et femme, Sage jeta des pétales de rose en l'air et cria Hurrah, avec un tel enthousiasme que tout le monde éclata de rire. Le baiser de Peter fut doux et respectueux, ayant le goût des promesses tenues et des rêves réalisés. La réception se tint dans la maison principale de Peter, où la salle à manger avait été transformée avec des fleurs du jardin et des photos relatant leur parcours, photos d'université, photos de Sage bébé, images récentes de 3 faisant des bonhommes de neige et lisant des livres. Devenant une famille. Pendant le dîner, Miguel Santos se leva pour porter un toast qui mit les larmes aux yeux de tous. À Rima et Peter, dit-il en levant son verre,
qui ont prouvé que la justice et l'amour ne sont pas des concepts abstraits, ce sont des choix que nous faisons chaque jour. Merci de vous être battus pour des gens comme moi et ma famille. Merci de nous avoir montré que les gens bons existent encore dans ce monde. Alors que la soirée touchait à sa fin et que les invités commençaient à partir, Rima se retrouva dans le jardin où tout avait changé, regardant Peter pousser Sage sur la balançoire tandis qu'elle gloussait de joie pure. « Madame avance », dit Phénix, apparaissant à ses côtés avec une coupe de champagne. Le nom lui procura un frisson. Madame avance. Rima avance. Cela sonnait comme un nouveau départ, comme la femme qu'elle devenait plutôt que celle qu'elle avait été. « Qu'est-ce que ça fait » demanda Phénix. Surréaliste, admit Rima. Il y a 6 mois, je faisais des doubles services juste pour garder la tête hors de l'eau. Maintenant je suis marié à un milliardaire et je vis dans un manoir. Mais ce n'est pas vraiment ce qui a changé, n'est-ce pas? Rima le regarda avec curiosité. Que veux-tu dire? Il y a 6 mois, tu survivais, maintenant, tu vis. Le manoir et l'argent sont agréables, mais ce qui a vraiment changé, c'est que tu n'as plus peur. Il avait raison. Les circonstances extérieures étaient dramatiques, mais la transformation intérieure était ce qui comptait vraiment. Elle n'était plus la femme qui sursautait aux bruits inattendus, vérifiait les serrures de manière obsessionnelle ou planifiait des itinéraires de fuite dans chaque pièce où elle entrait. Peter veut étendre sa fondation, dit Rima. Créer un programme complet pour les mères célibataires qui reconstruisent leur vie après des situations domestiques difficiles. Il m'a demandé de le développer et de le diriger. Vas-tu le faire? Oui, dit Rima, surprise par l'assurance dans sa voix. Je veux aider d'autres femmes qui sont là où j'étais. Je veux qu'elles sachent que la survie n'est que le début. Il y a tellement plus de possibles si on est assez courageuse pour essayer de l'atteindre. Le programme inclurait une aide au logement d'urgence, une formation professionnelle, un soutien à la garde d'enfants et une aide juridique. Tout ce dont Rima aurait souhaité avoir accès durant ses jours les plus sombres. Cette nuit-là, après que Sage fut endormie dans sa nouvelle chambre décorée de princesses, de licornes et de tout ce qu'une petite fille pouvait désirer, Peter et Rima s'assirent sur le balcon de leur chambre, regardant le jardin où ils s'étaient mariés. Des regrets? Demanda Peter en prenant sa main et en passant son pouce sur son alliance. Un seul, dit Rima en se blottissant contre lui dans la fraîcheur du soir. Lequel? Je regrette que nous ayons mis si longtemps à arriver ici. Elle leva les yeux vers lui avec un regard qui ne contenait aucune ombre, seulement de l'amour et des possibilités. Mais peut-être avions-nous besoin du voyage pour apprécier la destination. Peter embrassa son front, respirant le parfum de ses cheveux et la promesse de tout leur lendemain. Les cœurs de diamant ne se brisent jamais, chuchota Théil. Ils deviennent seulement plus forts. Et au loin, ils pouvaient entendre le doux son de la respiration paisible de leur fille, en sécurité et aimée, entourée par le genre de famille qui se choisit chaque jour.